que nous proposons au SPI, le syndicat des producteurs indépendants, de venir tenir une table ronde dans le cadre des rencontres du cinéma documentaire, ce dont nous nous réjouissons beaucoup car vous montrez, personne du SPI, à chaque fois un enthousiasme qui fait plaisir à entendre et à voir. Et vous proposez aussi des sujets particulièrement pertinents et je pense qu'ils intéresseront et les professionnels et les réalisateurs et les étudiants, par exemple, que je peux côtoyer et qui se posent ces temps-ci, évidemment, de façon avec beaucoup d'acuité, la question de savoir comment est-ce qu'on produit avec ces plateformes, parce qu'ils les regardent beaucoup, ils les regardent beaucoup plus que les télévisions, et donc ils se demandent bien sûr qu'ils se destinent à la réalisation ou à la production, quelle place peut prendre ces plateformes dans leur avenir professionnel. Et c'est de cela dont vous allez nous parler en proposant un panel avec une parité parfaite, dont je vous remercie, ce qui me semble de bonne aloi en ce moment. Eh bien, je remercie Emmanuel et Laurie et bien sûr Olivier Debanne, qui va être le modérateur de cette plateforme. Non, on y est déjà. On y est en fait, de cette table ronde, pardon. Et voilà, Olivier, je vous laisse le soin de présenter vos invités et de lancer la table ronde. Je vous remercie beaucoup. Et je vous en prie. Juste une toute petite précision. Pendant la durée en fait, de cette table ronde, c'est jusqu'à midi. On vous demande de couper vos micros de telle sorte, comme on est assez nombreux, qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite, comme les travaux qui sont dans la cour de mon bureau, par exemple, en ce moment. De ne pas mettre votre vidéo pour laisser les participants à la table ronde sur la mosaïque. En revanche, dans un deuxième temps, Emmanuel, donc, qui est avec nous, Emmanuel Mogé, va lire les questions que vous voulez poser en fait à nos participants. Donc, n'hésitez pas à écrire en fait sur je ne sais pas comment ça s'appelle, sur Converser, les questions que vous voulez poser aux uns et aux autres. Et peut-être même que dans la dernière demi-heure, on prendra des questions orales. Voilà, ça c'est un petit préalable. Donc oui, on va parler des plateformes, paroles de productrices et de producteurs, parce que ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est de savoir comment on produit et ce qu'on produit pour les plateformes. C'est une sorte ce sont de nouveaux territoires qui ont fait leur apparition dans le PAF il y a quelques années, qu'on connaît tous. Il y a quelques explorateurs qui ont été les premiers à s'aventurer sur ces terres-là. Et donc, je remercie les 4 intervenants qui sont les pionniers, d'une certaine façon, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il y a donc Élodie, tu peux lever peut-être la main, Élodie, pour que les gens t'identifient. Élodie Polo-Ackerman, qui est de la société Imagissime, qui appartient au groupe Lagardère, qui appartient lui-même au groupe Media One depuis peu. Elle a créé Imagissime en 2015, après avoir travaillé chez Image et compagnie. Et elle nous parlera en particulier de ce qu'elle a fait depuis avec Netflix. Justine, pareil, tu peux lever la main, qui, elle, travaille pour Troisième Œil, dont elle est directrice du développement et maintenant des programmes également, qui appartient également au groupe Media One. Elle a travaillé chez Endemol auparavant, mais ça fait 13 ans qu'elle développe Troisième Œil dans plein de domaines, mais notamment le documentaire. Et elle travaillé et pour Netflix et pour Amazon, donc elle nous en parlera. Luc Herman de la société Première Ligne, Luc qui lève qui lui donc est un journaliste originellement, qui a travaillé pour CNN, Canal+, avant de créer Première Ligne il y a 11 ans à peu près, et qui a travaillé lui essentiellement pour Netflix, mais qui a d'autres projets pour d'autres plateformes. Et enfin, Emmanuel Priou de Bonne Pioche, créé donc en 1993. Vous le connaissez tous notamment en documentaire pour La Marche de l'Empereur, oscarisé, etc., qui maintenant travaille à peu près dans tous les genres, et notamment en long métrage, mais qui a une activité documentaire particulièrement forte, et qui nous parlera, lui, de ses expériences, en particulier avec Disney+. Voilà, peut-être pour commencer, je vous explique un petit peu comment je souhaiterais structurer la conversation. L'idée, c'est d'essayer de comprendre en quoi les plateformes ont révolutionné peut-être de façon éditoriale et en termes de format
les propositions de documentaires qui sont faites par les producteurs. Dans un deuxième temps, on parlera de la façon dont on travaille en amont avec les plateformes, y compris sur les dimensions budgétaires. Ensuite, concrètement, dans la production, en quoi travailler avec une plateforme est différent du travail qu'on fait habituellement avec les diffuseurs, on va dire, traditionnels du documentaire en France. Et enfin, au-delà de ce travail quotidien, on ouvrira un petit peu les choses sur ce qui va se passer à partir du 1er janvier, à savoir la mise en application de la directive SMA qui va faire que le flux d'investissement dans les plateformes va augmenter et ça va continuer à révolutionner le paysage audiovisuel français et nos métiers en particulier. Peut-être pour commencer, Justine, si tu veux bien initier la conversation et nous expliquer, selon toi, ce que les plateformes attendent d'un point de vue éditorial, éventuellement attendent de différents des diffuseurs traditionnels, et en quoi, en termes de format et en termes de contenu, tu penses que les choses sont un petit peu différentes. Bon, alors je vais tenter de répondre à cette question. En plus, je suis la première à ouvrir le bal. Bon, déjà, les demandes, elles ont évolué depuis quelques années et je pense qu'elles vont encore évoluer. Néanmoins, je pense que les plateformes aujourd'hui se positionnent sur des documentaires extrêmement ambitieux avec une vraie recherche de mise en écriture et de mise en image très différente de ce qu'on a pu connaître du documentaire sur les chaînes linéaires, avec une notion d'exclusivité qu'on leur garantit soit par le sujet, soit par les personnalités qui sont à l'intérieur de ce documentaire. Voilà, et après, on ne peut pas parler des plateformes puisque chaque plateforme essaye d'avoir sa ligne éditoriale. Netflix, qui a une ligne éditoriale très différente d'Amazon, par exemple, ou de Disney, ou de Hulu qui va prochainement arriver, ou encore même de Apple. Voilà, mais la notion d'exclusivité est quand même importante pour les plateformes aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, peut-être Elodie, tu peux répondre à ça, que jusqu'à présent, ce que demandent les plateformes, en tout cas c'est le sentiment qu'on a un peu de l'extérieur, pour les producteurs qui n'ont pas encore travaillé avec elles, il y a une demande en fait de documentaires qui est exclusivement domestique, à savoir qu'ils veulent des producteurs français, des sujets français en réalité, et est-ce que ça commence à s'ouvrir un petit peu ou pas du tout? Bonjour à tous. Je veux bien répondre à ça, mais j'imagine que Luc aura une vision différente puisqu'il a produit une série très internationale. Mais juste un petit mot. Enfin, l'impression, comme Justine, on ne peut pas se substituer réellement aux plateformes et parler à leur place. On peut parler de notre ressenti et des échanges qu'on a, sachant que c'est des diffuseurs qui évoluent. La grande différence avec les diffuseurs linéaires et traditionnels, c'est que c'est des diffuseurs très agiles qui évoluent extrêmement vite, soit dans leur préoccupations éditoriales liées à des algorithmes qui fonctionnent très bien et qui leur disent ce qui marche ou pas au sein de leur audience, mais aussi par leur propension à augmenter leur base d'audience et leurs utilisateurs. Et donc, du coup, ça évolue très rapidement. En ce moment, j'ai l'impression, en effet, que pour parler des trois que je fréquente un peu plus, donc Netflix, Disney et Amazon, il y a une recherche de contenu local, d'histoire locale, une sorte de French touch, avec des positionnements, des façons de faire légèrement différentes et des sujets différents qui les intéressent selon les plateformes. Et après, évidemment, rien n'empêche les producteurs de s'intéresser à des sujets internationaux, comme Luc pourra répondre. Si tant est qu'il faut… Ma petite réu, désolée. Si tant est qu'il faut trouver une façon française, en fait, de travailler ces sujets. Si on s'intéresse à une histoire qui se passe aux États-Unis, on voit bien d'ailleurs que Jean-Xavier de Lestrade vient de produire une série avec une histoire de criminel, procès, façon un coupable idéal, qui se passe entièrement, exclusivement aux États-Unis et qui n'a rien de local. Donc voilà. Luc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Merci, bonjour. Par exemple, qui viennent chercher les producteurs françaises, Carmen a produit une série sur Grégory. Tu peux nous dire, par exemple, Élodie, je sais que Netflix est toujours extrêmement discret sur ses chiffres, ça a été bien là de l'Europe. Tu as su un tout petit peu à quel point Grégory a fait du bruit aussi dans le reste du monde? Pas précisément, mais je sais qu'il en a fait. On a eu des articles aussi de presse en Argentine, en Suède, enfin un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a quand même la barrière des sous-titres, hein. Le doublage étant pas extraordinaire sur une série avec autant de personnages, le public américain a quand même du mal avec les sous-titres. Mais en revanche, au UK, enfin dans toute l'Europe, ça a très très bien fonctionné. Par contre, j'ai comme tout le monde, avec aucun chiffre à annoncer. Voilà. Peut-être juste pour reprendre, tu as un tout petit problème de micro, j'ai l'impression. On ne t'entend pas très bien. Moi? Pardon, oui. En fait, pour te dire, j'ai acheté un nouveau gadget formidable qui m'a coûté une fortune, mais qui n'a pas l'air de très bien marcher. Il est faible, il est trop faible, il est trop fort, il est comment? Dis-moi, pardon. Il est trop fort. Je ne sais pas, ça va mieux tout à coup. Tu vois, le simple fait de l'avoir dit. Mais non, peut-être, en fait, comme je vous ai présenté plutôt à travers vos sociétés, peut-être que vous pouvez parler pour des projets en fait sur lesquels vous avez travaillé, des films que vous avez développés et produits pour les plateformes. Luc, par exemple, toi, tu es un des rares à avoir produit vraiment une série très internationale avec The Most Wanted. Est-ce que tu peux parler de la façon dont ça s'est fait? Comment est-ce que tu as eu accès finalement à Netflix? Est-ce que tu es passé par Londres? Est-ce que tu es passé par les États-Unis? Et comment est-ce que toi, tu t'es positionné comme producteur français pour faire une proposition résolument internationale d'un point de vue éditorial? Parfait. C'est bon pour le micro? Il fonctionne bien? Vous m'entendez bien? Je peux y aller? Merci beaucoup. En fait, non, il y a plein de boutons sur ce truc. En fait, je devrais faire une petite formation. Attention, Marie Darel, on vous entend beaucoup. Il y a quelques micros qui sont encore ouverts chez certains et effectivement, il y a un petit peu d'interférence. Donc, on a produit World's Most Wanted, qui est produit sur Netflix depuis le mois d'août. C'est une série qu'on a produite avec Nova Productions. L'idée vient de Thomas Riby, journaliste, réalisateur, producteur chez Nova Productions. Et c'est un projet dont il avait déjà, d'ailleurs, parlé pas mal à des chaînes françaises avant d'aller voir Netflix. Donc, c'est une série toute simple de 5 portraits sur les 5 criminels parmi les plus recherchés au monde, des très gros méchants en Somalie, au Mexique, en Russie, au Rwanda et en Italie. Et c'était assez simple, en fait. Une série très internationale. Une seule séquence dans tout le reste se passe à l'étranger. On a produit en anglais. Et effectivement, tu as raison, Olivier, ça c'est Londres. Il y a une partie Amsterdam français, mais nous on est passé par Londres. Et au tout début, il faut le dire, on a bénéficié très vite du soutien de Diego Buñuel, franco-américain, qui était donc à l'époque le numéro 2 des documentaires en Europe chez Netflix à Londres. Et la décision a été prise assez rapidement par Netflix, qui nous a laissé donc une grande liberté pour produire 5 fois environ 50 minutes, entre 45 et 50 minutes, c'est un format assez rapide. Pour ceux qui l'ont pas vu, il faut reconnaître qu'ils sont très forts dans le storytelling, les anglo-saxons, et pas uniquement les Américains. On a travaillé avec beaucoup d'anglais également chez Netflix. Nous ont laissé une grande liberté, notamment pour aborder des questions géopolitiques délicates dans ces différentes enquêtes, parce que aussi certaines polices, certains États, comme les États-Unis, qui ont fermé les yeux sur un grand criminel pour des raisons géopolitiques, pour des raisons pragmatisme, pour des raisons de réel politique. Et donc ça, on a pu l'aborder parfaitement dans ces documentaires. Mais pour vraiment répondre à ta question, on est entré dans une case qui, chez Netflix, je sais pas comment les autres plateformes l'appellent, mais chez Netflix, s'appelle Global Documentaries. Donc effectivement, ils ont des sorties mondiales et des sorties peut-être plus régionales. Et donc, dans le cadre de World's Most Wanted, c'était une sortie mondiale avec, toute la force de l'algorithme et de promotion de Netflix, c'est qu'en fonction des territoires, ils n'ont pas mis les 5 personnages dans le même ordre. Et ça a plutôt été un énorme succès. On a les chiffres confidentiels qui ont pu nous donner, restent confidentiels, mais on a su que ça avait très bien marché dans le monde entier. Et pour finir, sur le storytelling, ils nous ont pas imposé grand-chose, en fait. On a travaillé comme avec des chargés de programme
français dans les chaînes françaises. On travaille beaucoup avec le service public, beaucoup avec France Télévisions, avec Arte. Les relations ont été les mêmes. Les relations pendant les visionnages ont été absolument les mêmes aussi. Ils ont, c'est vrai, une proportion, c'est ce qu'on voit beaucoup en regardant beaucoup les films anglais ou américains, à raconter les choses d'une façon assez limpide, claire, et avec un peu moins de reportage. On est aussi une agence de presse, on aime bien les séquences de reportage, donc c'est vrai que ces séquences-là, ils les ont plutôt enlevées pour rester vraiment sur un rythme narratif, des interrogations auxquelles on répond vraiment très rapidement, des archives de la mort, on en reviendra par la suite sur les budgets, qui nous ont effectivement non seulement permis de travailler avec les meilleurs fixeurs sur le terrain, ou en tout cas de travailler plus de temps, de mieux payer les meilleurs journalistes locaux pour nous aider sur ces longues enquêtes. Budget évidemment qui aurait été moindre si on avait travaillé avec un diffuseur français, quelques préachats, et donc aussi un budget très important qui nous a permis d'acheter les meilleures archives, qui sont complexes à négocier, puisque tout le monde le sait, ce sont des archives en droit monde à vie sur toutes les galaxies, même à découvrir. Donc c'est vrai que les archives coûtent vraiment très cher, surtout quand on demande ce type de droit monde sur une période illimitée. Et ça a été plutôt exaltant de bosser avec Netflix. C'est notre seule expérience avec les plateformes. On vient de signer un nouveau unitaire où il y a très peu de choses qui se passent aussi. Ça répond aussi à ta question, Olivier. L'autre unitaire qu'on a signé avec eux est plutôt Global Documentary aussi, pour reprendre leurs termes, où il se passe très peu de choses en France. Merci beaucoup, Luc. Peut-être pour continuer sur Netflix, avant de passer peut-être un peu plus à Amazon et Disney avec Justine Emmanuel. Élodie, toi, tu as produit la série qui, on va dire, a été un peu inauguratrice du genre pour les producteurs français avec Grégory. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ça s'est passé et peut-être en insistant, au-delà de l'approche des plateformes, en insistant sur la narration, c'est-à-dire est-ce que tu as travaillé différemment pour Netflix et pour l'écriture de cette série que tu ne le faisais précédemment? Oui, alors tu évoquais au tout début de la conversation le fait qu'on était un petit peu pionnier. Avec Grégory, ça a été la première série documentaire française produite par des Français, lancée par Netflix. Il y avait eu Fluctua avec Merguitour, donc sur les attentats, mais qui était une production américaine vendue, faite par la production de Marie Drucker à Paris. Et avec les frères Naudet qui travaillent quasiment exclusivement avec les États-Unis et le Canada. Donc, l'aventure Grégory, c'est une histoire en effet de conquête de nouveaux territoires. J'ai la chance d'être dans un groupe et ça a notamment cet avantage qu'il y a des têtes chercheuses, des gens qui réfléchissent à comment contacter les diffuseurs de demain, à prendre langue avec eux, etc. Et c'est ce qui s'est passé précisément avant même que j'intervienne dans Grégory. Sachant que moi, j'avais eu des films produits en coproduction internationale en Europe qui avaient été achetés par Netflix. Donc, ça donnait un regard, ça justifiait un regard un peu avec intérêt sur les productions que je menais. Mais donc, une équipe de développement, en l'occurrence 2 personnes super chez Lagardère Studio et maintenant Media One, Charlotte Detaille et Jean-Paul Géronimi se trouvent à Los Angeles et discutent avec les équipes de Netflix qui ne sont pas encore à l'époque implantées en France, commencent à peine à réfléchir aux productions européennes. Et ce fameux été de leur rendez-vous à Los Angeles, l'affaire Grégory, qui tous les 2 ans à peu près connaît des soubresauts parce que l'instruction n'a jamais été éteinte, retentit à nouveau dans la presse et du coup, de fil en aiguille, ils se mettent à parler de ce plus grand fait divers cold case français. Et ça intéresse l'interlocuteur en question, qui est un Américain qui était censé rechercher à la fois des séries fiction et des séries doc pour l'Europe en général. Donc France, Italie, Espagne, etc. Faut dire qu'à l'époque, Netflix était surtout connu en France pour Marseille, ce qui n'était pas la meilleure exposition. Et donc, ils avaient clairement l'objectif de transformer un peu les choses.
Et donc, intérêt sur l'histoire, l'équipe rentre à Paris et on commence à réfléchir ensemble à comment développer cette histoire, moi produisant du documentaire et en particulier avec une façon de produire en coproduction internationale qui tranche un peu avec les habituels one-to-one avec les diffuseurs linéaires français. Et donc, moi, très vite, je me suis dit comment intéresser sur une affaire aussi racontée, qui a donné lieu à des quantités de docs, de reportages, de livres, d'articles. Enfin voilà, tout donnait l'impression d'avoir été dit sur l'affaire Grégory, et à la fois jamais dans ce que j'espérais être une forme qui intéresse un public jeune et international, qui était donc l'audience de Netflix. Et donc, l'idée, c'était de réfléchir à la narration, à l'angle et à quel genre d'équipe on peut mettre en place pour atteindre ce degré d'ambition, d'exigence, de singularité aussi dans l'approche. Et donc, il nous a fallu plusieurs semaines, environ 2 mois, pour développer une vision claire de comment on allait raconter cette histoire et comment on allait produire. Et pour rebondir sur un truc très juste que Justine a dit en préambule, c'est qu'il y a cette notion d'exclusivité, d'approche un peu unique, très spécifique d'une histoire. Ça passe par le talent, ça peut aussi passer par le type d'archives auquel on a accès, par voilà, un matériel qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais été abordé de cette façon-là. Et en l'occurrence, je ne sais pas si l'audience aujourd'hui a vu cette série Grégory, mais on a eu un personnage assez incroyable qui était journaliste à Paris Match et photographe, qui a été absolument aux premières loges de cette histoire. Si vous connaissez l'histoire et la série, vous voyez pourquoi. Et qui avait en sa possession quantité de cassettes audio qu'il avait enregistrées, méthode à l'ancienne dans les années 80, un petit dictaphone caché dans sa veste, parfois officiel, parfois pas, enregistrer les conversations téléphoniques au fin fond de l'hôtel à l'Épanche-sur-Bologne, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, à partir du moment où on savait qu'on pouvait potentiellement avoir accès à ce matériel, ça donnait aussi une dimension un peu exclusive à la façon de raconter cette histoire, sachant que c'est avant tout, donc pour rebondir sur ta deuxième question, Olivier, une question d'histoire, de narration, de storytelling. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de documentaires qui existent et qui continueront à exister, qui sont plutôt des dossiers ou des portraits croisés, des sujets abordés, là, l'attention principale, elle est portée sur l'histoire, donc de comment on arrive, enfin comment on commence d'un point A, on va à un point Z, comment cette histoire avance avec un moteur dramatique fort et l'émotion qu'elle provoque sur le public qui la regarde. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de travailler comme sur une série de fiction, donc avec un showrunner qui vient de la fiction, avec une équipe documentaire très douée et talentueuse, des complémentarités de profils, en atelier d'écriture, à raison de voilà, une journée par semaine enfermée dans une salle à travailler sur l'histoire. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a envisagé la méthodologie pour aborder cette affaire qui dure plusieurs dizaines d'années, qui implique des quantités de personnages, qui est complexe d'un point de vue juridique avec plein de choses trappes et de pièges si on n'observe pas de façon très méticuleuse le cadre légal. Une quantité astronomique d'archives qu'on est allé chercher avec une équipe de documentalistes dédiés, jusqu'au rush des journalistes qui étaient présents. Toute cette méthodologie, j'en ai parlé très tôt à Netflix et ça a sans doute participé aussi à la confiance qu'ils ont eue et ensuite la grande liberté qu'on a eue de travailler, enfin, comme soulignait Luc, tout au long de la production avec les différents interlocuteurs qu'on a eus, qui étaient d'abord américains, ensuite français, ensuite anglais. Enfin voilà, ça a beaucoup évolué, mais c'était une relation toujours constructive et riche et un espace assez de confiance en fait. Non pas de contrôle, mais de partage d'informations et de confiance. On parlera juste après justement de ce travail au quotidien avec les plateformes.
Peut-être Justine, toi qui as travaillé et avec Netflix et avec Amazon, est-ce que tu peux nous dire aussi comment est-ce que tu es rentré en contact avec eux et ensuite comment est-ce que tu as travaillé éditorialement? Quelle spécificité des propositions que tu as faites par rapport à ce que tu faisais avant pour les diffuseurs traditionnels? Alors, moi, je suis rentrée vraiment par hasard sur Netflix. Il se trouve que j'étais en autoprod sur un documentaire de suivi de quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Macron et qui, pendant le tournage de ce documentaire, est devenu président de la République. Donc, là où Netflix, il y a 4 ans, arrivait en France et dont j'avais vraiment peu de connaissances, j'avais d'abord été voir un diffuseur linéaire, enfin, beaucoup de diffuseurs linéaires qui donc m'avaient pris pour la folle de service et donc m'avaient dit que ça ne les intéressait pas du tout. Et un peu perdue et désespérée, j'ai fini par aller voir TF1 en me disant, bon, de toute façon, il ne reste plus qu'eux, et leur proposer effectivement ce documentaire sur Emmanuel Macron qui n'était pas encore président puisqu'on était au mois de février. Et en tout cas, chez les diffuseurs, il n'y avait pas d'évidence concernant le fait qu'il puisse gagner la présidentielle. Bref, donc j'ai signé avec TF1 et 24 heures après avoir signé avec TF1, j'ai une personne de Los Angeles qui m'appelle et qui me dit, voilà, on s'appelle Netflix et il paraît que vous travaillez sur un personnage qui potentiellement peut avoir de l'avenir. Ça nous intéresse de rentrer dans le plan de financement. Et j'ai dit, bah ouais, bien sûr, ok, pas de problème. Alors évidemment, toute la notion de droit m'était complètement inconnue puisque c'était donc la première fois que j'ai été amenée à travailler avec une plateforme. Et donc, j'ai fait quelque chose qui, je pense, ne pourrait plus exister aujourd'hui, mais en gros, une négociation avec TF1 et Netflix, en gros, une priorité de diffusion à TF1 donnée pour 48 heures et une codif TF1-Netflix 48 heures après que TF1 ait diffusé ce documentaire. Et donc, du coup, pendant 15 jours, il y avait une codiffusion du documentaire d'Emmanuel Macron sur TF1, sur les antennes du groupe TF1 et sur Netflix. Donc, c'était un peu particulier parce que là, il y avait déjà, en gros, la mise en production du documentaire. Donc, Netflix est rentré dans la production au milieu avec TF1. Et moi, je leur avais demandé, dans l'engagement que je leur demandais, de ne pas intervenir éditorialement et artistiquement. Puisqu'on était déjà très engagés dans la production, ce à quoi ils ont dit « Ok, pas de problème ». Donc, première expérience très étonnante qui, je pense, ne se reproduira plus. Ma deuxième expérience avec Netflix, c'est là aussi un coup de bol, puisque donc, on était en train de suivre Antoine Griezmann, et donc voilà, qui s'entraînait pour la Coupe du Monde. Et donc, j'ai proposé à Netflix ce sujet avec une forme d'exclusivité puisqu'Antoine Griezmann, en gros, n'était suivi par personne. Et donc, l'idée était de raconter le parcours d'Antoine Griezmann au travers d'une immersion d'entraînement durant la Coupe du Monde. Et Netflix, donc, que je connaissais via le Macron, m'a dit, voilà, ouais, ok, ça nous intéresse. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est s'il gagne la Coupe du Monde. Ce à quoi j'ai dit, OK, on va procéder en 2 temps. À une première étape, où on est dans une écriture, là pour le coup, un peu classique et traditionnelle autour d'une narration de parcours et autour d'un personnage qui est Antoine Griezmann. Et ça c'était le deal que j'avais passé avec eux en step 2, en quart de finale, Antoine Griezmann et son équipe, donc l'équipe de France, passent les quarts de finale. Bah là, on réécrit totalement le documentaire et on axe vraiment sur la Coupe du Monde. Et ils m'ont dit OK. Et donc, quand la France a gagné les quarts de finale, j'ai rappelé Netflix et j'ai dit, bah voilà, on va totalement changer le documentaire. Donc, ça change en termes de narration, ça change en termes de forme artistique et surtout, ça change en termes de budget aussi. Puisque donc, il y avait des déplacements, il y avait des archives qu'il fallait récupérer, effectivement, sur des signatures droit monde qui coûtent extrêmement cher, en plus, quand il s'agit d'archives sportives et de foot encore plus. Bref, et en fait, là, j'ai vu
un truc assez génial qui m'était jamais arrivé, c'est la réactivité absolue. Elodie parlait de flexibilité. Effectivement, la flexibilité et la réactivité absolue d'une plateforme. Quand je les ai appelés le soir à la fin du quart de finale pour leur dire on active autre chose, la décision était prise en 30 minutes. J'avais une révision budgétaire. Le lendemain matin, je pouvais proposer une ligne éditoriale différente avec un procédé artistique différent qui était validé par Netflix. Et donc, du coup, on a pu travailler avec le réalisateur du documentaire sur une autre proposition alors que nous étions en cours de tournage. Donc ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Et un budget aussi qui permet cette flexibilité-là, c'est-à-dire tout le R&D dont parlait Elodie, à savoir les conférences avec les auteurs, avec les réalisateurs, avec les documentalistes. Ça, c'est du travail de préparation qui est extrêmement limité quand on a des budgets qui sont limités et qui tout d'un coup deviennent des moments absolument extraordinaires quand on a la possibilité de le faire. Et ça change tout, évidemment, au niveau de l'écriture et au niveau des propositions de mise en image qui sont donc a priori très différentes de ce qu'on avait, en tout cas moi j'avais l'habitude de faire. Et ma troisième expérience, c'est avec Amazon, où là, moi je fais toujours à peu près je produis à peu près toujours la même typologie de documentaire où je vais chercher un personnage, une forme d'exclusivité sur un personnage et après j'essaye d'adapter une narration un peu différente. Et donc là, il s'agit d'Orelsan, donc le chanteur, et donc de ma première série documentaire. Donc je dois dire que celle d'Elodie sur le petit Grégory m'a beaucoup aidée aussi pour envisager ce qu'était une série documentaire pour les plateformes. Et donc là, avec Nolita, qui est une société de production de cinéma, donc on coproduit ce documentaire et on a fait une recherche d'1 an sur le format d'écriture qu'on souhaitait proposer sur cette série documentaire et également sur un principe de narration très différent qui, pour le coup, je pense, n'a jamais été vu. Et tout ça avec Orelsan et ses équipes. Et avec une proposition artistique aussi très particulière. Et donc là, c'est pour Amazon, une série documentaire qui est en cours de production depuis maintenant 2 ans et demi. Je pense qu'on en a encore pour 1 an. Voilà. Et un accompagnement vraiment génial d'Amazon sur justement tout ce qui concerne la recherche et le développement sur l'écriture, avec des propositions qui pourraient paraître folles et qui pour autant sont complètement assumées par la plateforme aujourd'hui et qui nous poussent à aller plus loin, à proposer voilà, des formats d'écriture qu'on a rarement vus, mais c'est comme quand Elodie produit le petit Grégory, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche qui se fait et on tâtonne et on aboutit à quelque chose. Et ça, c'est vraiment… moi, cette expérience-là, je ne l'ai jamais vécue autrement qu'avec avec des plateformes, en fait, tout simplement. Mais parce qu'encore une fois, il y a des budgets qui nous permettent d'être dans des temps de préparation qui, en fait, sont des temps de recherche et développement qui sont nécessaires pour aboutir à des projets exceptionnels de par ce qu'ils sont et de par ce qu'ils proposent. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Justine. Et je voulais juste rebondir parce que moi, j'ai le sentiment, c'est d'ailleurs un sujet qui est intéressant pour tous les producteurs qui ont envie de se lancer dans cette aventure, qu'il y a aussi une différence fondamentale liée à la nature des contrats et des partenariats qu'on passe avec ces plateformes. En l'occurrence, heureusement, et je crois qu'Emmanuel fera un point sur où on en est de la directive SMAD et quelles implications ça va avoir sur le marché. Mais jusqu'à maintenant, on est dans une forme de production exécutive, c'est-à-dire avec tout l'artistique, mais du coup avec l'idée que à partir du moment où on a un intérêt d'une plateforme, on ne va pas aller passer 50% de notre temps, nous producteurs, à aller chercher des compléments de financement. On n'est pas producteur délégué, ce qui enlève une grosse partie du travail aussi que je considère comme créatif de la production.
Donc, ce cadre étant posé, dès lors qu'une plateforme, j'ai l'impression que ça se passe comme ça, avec une distinction selon celle qui intègre ou pas dans la production la phase de développement. Il y en a qui l'intègrent, d'autres pas. Disney, c'est séparé. Netflix est intégré. Amazon, c'est distinct, je crois. C'est phase de développement, puis après production. Bon, en tout cas, à partir du moment où on a un green light, on sait que le pacte est clair. On aura une négociation à peu près marginale sur les production fees. Et du coup, on peut se consacrer à 100% à la production. Et donc, tout le reste du budget, à part ces production fees, vont dans la création et la production. Tout est au service de l'œuvre. Et en fait, ça fait une différence fondamentale parce qu'on est aussi nous-mêmes producteurs et on peut, enfin, voilà, c'est une concession à faire que tous les producteurs n'ont pas envie de faire et je la comprends, de renoncer à l'IP. Mais à partir de là, on a cet espace de travail sur la création, sur l'architecture de l'équipe, etc., qui du coup n'est plus parasité, parce que ça l'est parfois, par la recherche constructive ou pas. Il y a des histoires de production où cette recherche est difficile, laborieuse et donc malheureuse, et le film en pâtit, voilà, par la recherche de complément, de financement pour une œuvre. Et donc ça, c'est une des vraies logiques fondamentalement différentes. Les choses vont peut-être changer, et tant mieux, mais dans cet espace-là, c'était intéressant aussi d'explorer et de comprendre, parce que ça a été sujet aussi à beaucoup de fantasmes de la part des réalisateurs, des producteurs, de la presse, et des diffuseurs concurrents d'ailleurs, linéaires. Mais en fait, le pacte est assez simple, et dès lors qu'on décide de s'engager là-dedans, on connaît les avantages, on connaît les inconvénients. En tout cas, les avantages, ils se situent au niveau de la création, c'est clair et net. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Justine. Emmanuel, tu viens de travailler de façon un peu indirecte, mais c'est très intéressant, avec Disney+, qui est une plateforme plus récente, en tout cas sur le marché. Ça t'a emmené en Patagonie pour une série découverte. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, ben, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que l'arrivée de ces plateformes et les différents témoignages qu'on a entendus jusqu'à maintenant montrent bien que c'est encore en pleine évolution et que les modèles, si modèles il pouvait y avoir définitivement, ils sont évolutifs aussi. Effectivement, la modification de la réglementation va apporter encore de nouveaux modèles certainement. Ce que je voulais dire en préambule, c'est qu'en tant que producteur et donc en tant qu'optimiste, je me dis que c'est forcément une bonne nouvelle d'avoir des nouveaux partenaires que sont ces plateformes. Après, il faut évidemment être prudent, on ne peut pas se faire complètement infantiliser par ces plateformes. Mais ce qui a été dit par Justine, par Élodie, et je trouvais très intéressant parce que la dimension créative prime très clairement. Pour venir maintenant sur le cas particulier que j'ai eu la possibilité d'étudier de près, on a produit un documentaire pour National Geographic qui fait, comme vous le savez, maintenant partie du même groupe que Disney+, et que Disney en général. Et en cours de production, en fait, ils nous ont dit, voilà, ça va également être sur la plateforme Disney+. On a eu la chance, d'une certaine manière, de rester coproducteur et producteur délégué. Et donc, on a pu éviter un certain nombre des difficultés ou des pièges peut-être que la mainmise totale de ces plateformes sur le modèle de production. Je ne parle pas de l'artistique, hein, je parle vraiment ensuite sur la partie administrative, financière, juridique. On a pu éviter certains pièges. Je donnais un exemple à Olivier l'autre jour, qui était assez rigolo. Donc, c'était une expédition qui avait lieu en Patagonie, dans un massif montagneux magnifique du sud de la Patagonie argentine. Et toutes les expéditions de montagne partent d'un petit village qui est un peu l'équivalent du Chamonix argentin. Et de là partent les différentes expéditions en montagne. Et donc, nous avions installé notre équipe dans une ferme, dans une estancia, à quelques kilomètres du point de départ de ces marches en montagne.
Et les gens de Disney Plus nous ont dit, écoutez, voilà, nos procédures sont ainsi faites. Quand il y a une équipe de tournage à l'étranger, alors je vais être un peu caustique, mais à l'étranger, pour eux, c'est souvent c'est le tiers-monde. Hein. Tout ce qui est en dehors des États-Unis, c'est un peu le tiers-monde, ils ont peur. Quand il y a un tournage à l'étranger, dans des contrées reculées comme ça, on demande à nos équipes chaque jour d'utiliser un trajet différent pour se rendre à leur point de tournage. Donc j'ai dû expliquer, carte à l'appui, qu'en fait, pour aller de notre ferme au point de départ, il y avait une seule route, c'était une piste qui faisait, je crois, 6 ou 8 kilomètres, et que c'était hors de question d'avoir plusieurs trajets différents. Et ils ont très bien compris, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des procédures, ils les suivent à la lettre. Je pense qu'ils ont des cahiers des charges monstrueux, et que lorsque le producteur en face explique que non, ça, c'est pas possible, ou ça, c'est pas envisageable, il se plie à la chose. Mais on est quand même passé par une étape explicative qui, à nos yeux, on est le côté Frenchy, un peu débrouille, on bricole un peu des trucs qui, à nos yeux, peuvent paraître parfois quand même assez surréalistes. Je prends un autre exemple. Au moment du montage, on était plein pendant le premier confinement. Le monteur était à Lyon, le réalisateur était à Chamonix, nous étions à Paris, la voix s'était enregistrée depuis Paris. C'était assez compliqué, mais ça s'est bien fait techniquement. Il voulait par exemple qu'on installe dans la salle de montage, donc qui était chez le monteur à Lyon, du matériel de sécurité suivant des normes particulières, c'est-à-dire des alarmes dont nous avaient donné carrément un document de 100 pages avec tous les types d'alarmes qu'on devait installer chez le monteur, des disques durs spéciaux, inviolables, qu'il fallait qu'on lui fournisse. Donc là, j'ai joué un tout petit peu la montre et j'ai dit à mes équipes, écoutez, on ne réagit pas là-dessus pour l'instant, on laisse filer le temps. Ils nous ont relancé quelques fois. Et puis quand en fait le montage était fini, avant qu'on ait pu vraiment s'inquiéter de ces problèmes de sécurité. Donc on a notre culture, on a notre style, à leurs yeux probablement comparé parfois un peu bordélique, un peu désorganisé. Mais je crois que ce qui compte avant tout, c'est le résultat. Et c'est pour parler vulgairement, on est capable de livrer la pizza et une pizza de qualité et ça leur convient. Mais c'est vrai que moi c'était une première expérience avec eux, j'étais assez effaré de voir qu'au moment du kick-off meeting, de la réunion de lancement, il y avait, je ne sais plus combien, 15 personnes en Zoom, 2 à Los Angeles, 2 à Washington, une au Canada, une à Londres. Enfin, c'était assez dingue avec un assistant de prod qui faisait le modérateur et qui passait la parole aux uns aux autres. On a déroulé pendant 2 heures tous les points juridiques, techniques. Par exemple, il disait, voilà, nous, les images de drone, on n'utilise que tel ou tel modèle de drone. Pareil, quand on leur expliquait que nos alpinistes étaient suspendus à des parois de 1000 mètres de haut et que c'est eux-mêmes qui faisaient les images de drones, qu'il fallait forcément donc qu'ils aient des petits drones qui sortaient de leur poche et qui étaient capables d'être éventuellement crachés s'il y avait un problème de vent, ils ont fini par accepter. Mais il y a toujours une espèce de méthodologie, je ne sais pas si mes collègues ont ressenti ça aussi, un peu surprenante au début, surtout quand on est chef d'entreprise, producteur, habitué à prendre beaucoup de décisions seul, à gérer seul. On a le sentiment un peu vexant parfois de devoir rendre des comptes en permanence, y compris sur des choses qui nous paraissent très banales. Je crois qu'une fois dépassé cette surprise, il faut se concentrer sur le reste, c'est-à-dire les moyens qui nous sont offerts, la liberté effectivement de création et l'exposition ensuite du film, c'est assez intéressant. Et en l'occurrence, du point de vue artistique, on n'a eu que très très peu de demandes et de modifications de leur part. Quand même, alors on est sur Disney, vous connaissez tous Disney. Le film, c'était donc une expédition de militaires montagnards de Chamonix qui grimpaient accompagnés par Sylvain Tesson des pics extraordinaires dans ce massif et qui sautaient ensuite du haut de ces montagnes en base jump, donc en parachute directement. Bon, et lorsqu'un des personnages arrive au sol, il ne retrouve plus ses compagnons, il se demande pendant quelques instants s'ils se sont crachés, où est-ce qu'ils sont, s'ils sont morts ou quoi. Et le gars dit merde, 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 où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont. Voilà, on a dû effacer les merde, 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 parce qu'on ne dit pas de gros mots chez Disney. Donc chez Disney, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Voilà, c'est Disney, donc ça, c'est un peu ridicule évidemment, mais on a bien volontiers
effaçaient les merdes, et puis ils étaient contents. Je crois que c'est à peu près la seule demande de modification artistique qu'on a eue, et peut-être avec quelques clarifications de commentaires, par exemple, mieux expliquer où se situe la Patagonie, l'Argentine, des choses comme ça. Et puis, on est en ce moment même en discussion, alors je ne peux pas vous donner le sujet, mais on est en discussion avec Netflix sur quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on fait une proposition, alors là je rejoins Justine et Elodie, à partir d'une exclusivité sur un personnage, ça nous a paru très important dès le début, de garantir par contrat l'exclusivité à l'histoire qu'on souhaitait raconter, et on développe avec Bunker Story, qui est notre filiale de fiction télé, un projet de mini-série fiction sur cette histoire vraie. Et de mon côté, je développe un projet de mini-série documentaire sur la même histoire. Et alors, ça n'est pas encore signé, mais si jamais ça se faisait, ce serait très intéressant d'avoir un partenaire qui mettra ensuite à disposition du public à partir de la même histoire vraie, la version documentaire et la version fiction. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait ça. Si je pense par exemple à Escobar, Pablo Escobar, vous avez tous vu Narcos, il y a aussi des documentaires, alors je ne pense pas que ce soit produit par les mêmes producteurs, mais ils ont affiché, ils ont mis en ligne l'histoire vraie et l'histoire romancée, fictionnée. Ouais, je crois qu'il y a eu ça sur Ted Bundy sur Netflix, à la fois une fiction et un documentaire. Pareil. Tu sais, produit par la même société? Je l'ignore. D'accord. Et puis, dernier mot sur notre expérience avec les plateformes. On a travaillé avec Hulu, la plateforme américaine. Alors là, c'est plutôt côté cinéma. Par exemple, on a plusieurs longs métrages qui sont sortis en France et dans quelques autres pays et qui ont été ensuite vendus directement à la plateforme Hulu pour la quasi-totalité du reste du monde. Donc ça, c'était très intéressant financièrement. Surtout, c'était une comédie française qui avait très bien marché en France, mais qui n'avait pas forcément, à nos yeux, en tout cas, un énorme potentiel en distribution cinéma international. Et Hulu nous l'a acheté directement. Et donc là, c'était pas du préachat ou c'était pas de la coproduction ni de la production exécutive. C'était vraiment un achat, mais c'est aussi un débouché intéressant. Et puis, dernier mot que je souhaitais dire, c'était que moi, je considère que j'ai deux métiers, clairement. Le métier de chef d'entreprise, je suis un des associés de Bonne Pioche et je veille quotidiennement à ce que cette entreprise se développe, grandisse, conserve sa richesse à la fois humaine, artistique, financière et sur les droits. Et de ce point de vue de chef d'entreprise, on peut se dire que dans l'état actuel, en tout cas, de la situation, c'est pas forcément une bonne nouvelle que de céder nos droits, même si c'est contre de l'argent et pour de la qualité, à ces plateformes. Ça, c'est une chose. Et puis, mon autre métier, c'est producteur de contenu, de documentaires essentiellement. Et là, clairement, je rejoins Elodie et Justine. C'est très intéressant de se dire qu'on a les moyens, on a une liberté et une confiance de leur part qui nous permet de faire des choses qui seraient difficiles à faire autrement sur nos habituels partenaires des chaînes linéaires. Donc il y a une forme de schizophrénie un petit peu là entre l'envie de faire ces films, de les voir aboutir dans les meilleures conditions possibles et d'être fier à la fin du résultat, de l'objet, de l'œuvre obtenue. Et puis la conviction du chef d'entreprise qui est de se dire attention, alerte, petit à petit on va donner tout ce qui est le meilleur en nous, c'est-à-dire notre savoir-faire, nos idées, et on va une fois qu'on aura payé effectivement nos équipes, nos frais généraux avec un petit peu de marge pour la production, on n'aura plus rien, plus aucun droit sur ces œuvres qui sont quand même aussi nos bébés et notre patrimoine. Donc peut-être avec l'évolution de la réglementation, c'est des choses qui vont être adoucies, je pense, parce que ça ne sera plus pour l'éternité les droits, clairement, ni pour la galaxie entière, comme disait Luc. On va revenir à quelque chose de peut-être plus acceptable pour nous, mais il y a cette dualité qu'il faut avoir en tête et qui, je pense, est le risque, au-delà des petites questions de tambouille et de cuisine quotidienne sur la difficulté. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de coproduire, on a déjà cette expérience des différences culturelles. On sait très bien que si on coproduit avec des Brésiliens, eux, ils sont encore plus bordéliques que les Français, on est latins. Si on coproduit avec des Canadiens ou des Américains ou des Allemands, eh bien, ils sont beaucoup plus organisés, beaucoup
plus carré, ça a du bon et ça a du moins bon. Donc, si on coproduit à l'international, on sait qu'il faut faire avec ces différences culturelles et avec un peu d'expérience, on se rend bien compte qu'on peut tirer le meilleur parti de ces différences de compétences. Là, clairement, comme ils ont le pouvoir, le contrat, l'argent, etc., ils dictent un petit peu leur méthode. Bon, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Moi, j'ai senti par moments un côté un peu ridicule et un peu infantilisant de certaines de leurs demandes. Ce n'était pas très grave dans le fond, c'était plus un peu gênant sur la forme. Emmanuel, en fait, ce que tu Pardon, Olivier, non, mais je rebondis sur ce que dit Emmanuel et sur ce qu'a précisé aussi Elodie. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, là on prend notre casquette de producteur, d'un point de vue purement business, les production fees sont capées. Alors, formidable effectivement que l'ensemble du budget de production aille véritablement dans la production et ce qui nous permet de développer des projets extrêmement ambitieux. Néanmoins, effectivement, les production fees étant capées de toute façon en tant que producteur, c'est pas l'Eldorado et ça, il faut vraiment le rappeler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi, je vois les réalisateurs, les diffuseurs aussi sur le linéaire, etc., qui pensent que nous, producteurs, on se gave en allant chez le diable. Pas du tout. Tu parlais de schizophrénie, Emmanuel. Effectivement, il y a une forme de schizophrénie, mais alors moi, j'essaye d'y répondre, et c'est sans doute ma culpabilité qui me fait avoir cette réponse-là, mais j'essaye d'y répondre en me disant, OK, je considère que finalement, on fait un vrai travail de recherche et de développement autour de mise en écriture et de mise en image très, très différentes. Par ailleurs, on permet aussi à des réalisateurs et des auteurs d'incarner la French Touch à l'étranger, là où effectivement l'émergence de nos talents à l'étranger était très, très, comment dire, peu évidente il y a encore quelques années. Donc, grâce à l'essor des plateformes et le fait que des producteurs français puissent travailler avec les plateformes, il y a cette émergence de la French Touch et donc maintenant, il faut la consolider. Ça, c'est absolument génial. Et je rajouterais quand même que sans les diffuseurs linéaires, nous, producteurs, on serait bien emmerdés parce qu'effectivement, les systèmes de production sont quand même très différents sur les plateformes. Et deuxièmement, il y a des typologies de sujets qui sont impossibles aujourd'hui sur les plateformes. Et je pense là à des sujets de société, donc qui racontent notre société. Donc là, on est clairement dans du local pur. Et à des cases comme Infrarouge, par exemple, Le Monde en face, où effectivement, ça, les plateformes, en tout cas aujourd'hui, clairement ne le proposent pas. Et grâce à des diffuseurs comme Arte ou comme France Télévisions, nous, producteurs, on a aussi la possibilité de produire des documentaires d'auteurs avec une forme de proposition très différente de ce que peut attendre aussi une plateforme. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a aujourd'hui une proposition qui me semble, moi, très, très complémentaire et des plateformes qui nous permettent de développer des systèmes, on va dire, que après, il va falloir peut-être aller réadapter sur le linéaire. Et puis, ça permet aussi à des diffuseurs linéaires d'aller se frotter un peu à des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est chouette. Et ils ont cette démarche-là, et ils ont cette envie-là. Donc, surtout, ne pas abandonner nos diffuseurs linéaires. Je le dis, ils sont importants dans cette équation. Justement, cette différence entre les diffuseurs traditionnels et les plateformes, Luc et Elodie, vous m'avez tous parlé en fait de la façon dont la communication, le partage, la transparence et d'une certaine façon la concertation et le partenariat étaient complètement différents quand on produit pour une plateforme de ce qui se passe habituellement avec un diffuseur traditionnel. Elodie, peut-être avant Luc, est-ce que tu peux nous parler de cette culture différente? Tu veux que j'évoque l'exemple que j'ai donné au téléphone en préparant cette table ronde? Je te vois venir. En fait, alors, de ma petite expérience, parce que aujourd'hui, ce matin, il y a des producteurs qui en ont une bien plus longue que la mienne en documentaire, mais j'ai eu le sentiment que pour schématiser un tout petit peu, il nous arrive quand même souvent, quand on est producteur délégué
délégué pour un film chez un diffuseur traditionnel, linéaire, public, par exemple, de se voir au moment du développement, enfin de la fin du développement ou de la mise en production. Et puis ensuite, on se donne rendez-vous presque en salle de montage au moment du visionnage. Et ça crée parfois, ça nous est, je crois, tous arrivé, des malentendus sur ah mais oui, mais je pensais que le film était comme si, ben non, en fait, il a évolué différemment. Il y a un long temps de production pendant lequel, en fait, on a peut-être trop peu communiqué avec notre diffuseur partenaire, d'autant qu'il y a d'autres gens autour de la table, il y a d'autres partenaires qui se considèrent tout aussi importants. Enfin bon. Et voilà, et du coup, finalement, il y a une communication assez faible. Le flux de communication est relativement faible avec les diffuseurs traditionnels à des degrés différents selon les équipes, selon les interlocuteurs qu'on a. Et selon aussi l'enjeu du programme qu'ils ont signé, c'est-à-dire prime ou seconde partie de soirée, etc. etc. Parfois, il y a de bonnes surprises aussi. Enfin, je ne dis pas que c'est une expérience forcément négative. Et d'ailleurs, je rejoins le petit message que Justine passe en direction des diffuseurs linéaires. Mais c'est vrai qu'avec les plateformes, ce genre de surprise bonne ou mauvaise au moment du visionnage ne peut pas arriver parce qu'en fait, à chaque étape, on partage. C'est vraiment dans un esprit, alors soit de micromanagement qui peut prêter à sourire au début et très inhabituel pour les diffuseurs français, soit organisé avec des process de réunion, etc. Mais en tout cas, à chaque étape, de façon extrêmement régulière et planifiée, on échange sur tous les sujets, que ce soit des sujets de production, préparation de tournage, des sujets techniques, des sujets financiers, des sujets légaux, de droit. Enfin voilà, on est vraiment, et des sujets éditoriaux et créatifs, des choix sur des personnages, des choix sur des... Enfin voilà, tout ce qui concerne la production. On ne prend plus les décisions tout seul, en fait. On les prend avec eux. Et du coup, c'est une sorte de longue aventure qui n'a pas de pause ou de moments un peu plus solitaires. Voilà, donc c'est une autre façon de travailler, hyper différente me concernant et concernant mon expérience, des expériences avec les diffuseurs traditionnels, mais qui sont eux-mêmes en train de changer sur cet aspect-là. Donc, je crois qu'il y a une forme de laboratoire, en fait, que ce soit du point de vue de la production. Je ne parle pas des questions d'IP et des questions de modèles de production original exé ou coproduction déléguée. Mais plus la création et la façon de produire, c'est des laboratoires dans les plateformes. Donc, c'est intéressant de s'en inspirer, de faire des retours sur expérience et de voir comment on les applique différemment sur de la copro internationale ou choses comme ça. Voilà. Oui, Emmanuel. Oui, je rajoute juste à ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, comme on doit, alors je continue de faire un peu de mauvais esprit, leur faire des comptes rendus en permanence toutes les semaines, exactement où on en est. Alors je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais avec Disney+, il y a des tableaux avec toute la liste des tableurs Excel avec les numéros de chaque séquence prévue au script, les dates de tournage prévues en face, à chaque fois le nom du réalisateur, c'est toujours le même, mais bon, qu'on doit reporter sur chaque numéro de séquence, le descriptif de la séquence, etc. Et chaque semaine, on doit leur faire le compte-rendu de ce qui a été effectivement fait. Donc, la ligne passe en vert ou en rouge si elle a été faite ou pas faite. Et si ça n'a pas été fait, expliquer pourquoi et donner de... Ça, c'est le côté un peu scolaire et ridicule de la chose. Et je te rejoins, Elodie, effectivement, le côté intéressant, c'est que quand il y a des difficultés, et on en a eu par exemple sur ce tournage pour des raisons notamment de météo et de changement de planning dû au vent et aux tempêtes qu'il y a eu là-bas, on est plusieurs cerveaux à réfléchir. Et au-delà du côté, est-ce qu'on a bien rempli le tableur ou pas, avec les bonnes couleurs, on peut discuter avec eux, on dit voilà, on va tenter une dernière approche du sommet la veille du départ pour voir si c'est faisable, etc. Et ils nous donnent leur accord pour ça, et ils nous font confiance. Donc c'est vrai que si on dépasse cette première impression de dire mais bon sang, je ne peux pas te donner à chaque fois que
que je vais prendre une décision sur cette prod, je ne vais pas en référer à 25 personnes. En même temps, ça peut être utile de discuter avec eux si on doit, par exemple, renvoyer du matériel en urgence parce qu'on a cassé quelque chose. Ils vont dire, bon, ben ça, c'était pas au budget, ça coûte combien? Ça coûte, je sais pas, 5000 balles, ok, on les finance et vous pouvez renvoyer ce matériel. Donc ça, c'est assez agréable, c'est quelque chose qu'on ne fait évidemment pas d'habitude avec nos partenaires linéaires. On signe un budget, souvent très en amont de la production, et ce qu'on n'a pas prévu, eh ben, c'est notre problème. Et ça, on l'a tous vécu, et parfois de manière douloureuse. Les imprévus, une fois qu'ils sont bouffés, et une fois qu'il y a d'autres imprévus qui se présentent, eh ben, c'est le problème du producteur. C'est rarissime, ça m'est arrivé peut-être quelques fois avec Arte, de pouvoir négocier une rallonge parce que le film coûte plus cher que prévu. Donc ça, c'est assez intéressant, mais ça nous met dans une posture d'exécutif, clairement, avec une dimension artistique forte, c'est sûr, mais ce n'est pas nous qui prenons la décision in fine. Et c'est parfois effectivement une bonne chose. Et je rebondis sur ce que tu dis, Emmanuel. Le fait aussi de nous accompagner effectivement de manière quasi quotidienne, hein, les plateformes, c'est vraiment ce que tu racontes. Là, je le vois hyper bien, le tableau Excel avec c'est rempli, c'est coché. C'est très pénible. Mais il y a quelque chose aussi d'assez chouette, c'est que du coup, les équipes de l'autre côté sont évidemment hyper au courant éditorialement, artistiquement, et en fait travaillent en parallèle sur tout l'aspect marketing et communication. Et du coup, on arrive, quand le film est livré, avec des équipes qui sont ultra au courant, qui ont un positionnement marketing et de com autour du film que tu viens de produire pendant 2 ans, 3 ans, et que tu lâches à des gens qui, tout d'un coup, s'en emparent et en font quelque chose de, là, pour le coup, encore une fois, jamais vu, en font une marque, en fait. C'est vraiment, pour le coup, l'histoire d'Élodie avec le petit Grégory. Où là, il y a vraiment il y a tout un marketing, un déploiement au niveau de la communication pour créer l'événement qui est fait. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les chaînes effectivement linéaires s'emparent peu de ces systèmes de marketing et communication autour des documentaires qui leur sont vendus. Quand ils sont en prime, c'est extraordinaire. Quand ils sont en deuxième partie de soirée, c'est pas mal, mais la vérité, c'est que le plus souvent, on est quand même sur une diffusion de documentaires sur des troisièmes parties de soirée et qui, d'après les diffuseurs, ne nécessitent, en tout cas, ils sont très peu poussés par les directions de communication, marketing des chaînes, que ce soit France Télé ou Arte. Et ça, c'est aussi ce que je pourrais reconnaître aux plateformes. Cet accompagnement quotidien fait qu'effectivement, toutes les équipes dédiées arrive à un instant T et te pousse ton contenu comme jamais moi je l'ai vu. C'est-à-dire qu'il y a l'avantage et l'inconvénient du marketing. Le marketing, quand c'est bien fait, que ça fonctionne, évidemment, c'est génial. Mais ça veut dire qu'un programme qui ne pourrait pas avoir de potentiel marketing pour eux, ils ne le feront jamais. C'est vrai qu'on peut faire certains films sur les chaînes, notamment de service public, qui n'ont pas de normes potentielles auprès d'un public, qui n'ont pas de valeur marketing en tant que telle, mais qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite parfois de parler de sujets importants pour nos sociétés ou pour notre compréhension du monde. Donc c'est évidemment, c'est comme toujours, hein, c'est les deux faces de quelque chose, et le marketing, quand ça marche et quand c'est bien utilisé, c'est génial. Tout ne peut pas, je ne sais pas si c'est malheureux ou heureux d'ailleurs, mais tout ne peut pas être marketé. Moi, je pense, évidemment, je suis très d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut pousser nous, producteurs, les diffuseurs linéaires, à effectivement marketer des choses qui, pour autant, ne paraissent pas marketables et qui, d'après moi, le sont. Il y a un documentaire, La petite fille sur Arte, c'est pas moi qui l'ai produit, mais que j'ai vu hier sur YouTube. Canon. Typiquement, ce documentaire, on a envie de le pousser, on a envie qu'il y ait un storytelling de dingue autour, on a envie qu'il existe très très fort. Et pour autant, c'est un documentaire d'auteur, un vrai sujet de société. Et voilà, et on se dit, bon, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce déploiement autour de ce documentaire qui va se boucher le nez sur le marketing, qui en soi pourrait devenir une marque très très forte et incarner quelque chose aujourd'hui. Ouais. Trois petits éléments, Olivier, si tu me permets. Ouais.
Justement, je voulais te donner la parole, vas-y. Non, très rapidement, puis je vais rassurer tout le monde sur la façon dont on travaille avec eux sur des pays très dangereux aussi, en donnant trois petits exemples très concrets après mes confrères. Justine, je te rejoins d'abord en préambule sur le fait qu'effectivement, les producteurs ne s'enrichissent pas avec les plateformes. Quand on dit les filles sont bloquées, on va parler concrètement. Nous partons sur des premiers devis, ce qu'on ne fait pas avec les diffuseurs classiques, avec la marge producteur. Et cette heure, elle est négociée au tout départ. Donc effectivement, on peut payer beaucoup de monde, on peut faire tourner nos structures, on peut payer notre chauffage et payer de nombreux intervenants sur les différentes productions. Mais effectivement, que ce soit un succès ou, parce que nous, tous les producteurs qui parlons aujourd'hui, avons aussi perdu de l'argent. Hier matin, par exemple, j'ai signé, je suis ravi, un beau documentaire qui va être exceptionnel, mais il est signé avec la chaîne parlementaire, avec LCP Assemblée nationale. C'est un super partenaire de notre aventure pour d'autres producteurs également. Vous en connaissez les montants. Avec un petit budget de CNC, on est très loin de ce dont on parle depuis ce matin. Ils en font des marques. Alors, Emmanuel a raison, il faut faire attention au surting et je ne sais pas comment ça va se passer au moment de la sortie de votre affaire avec Disney. Nous, il faut reconnaître qu'avec Netflix, ils nous ont associés, c'est-à-dire qu'ils nous ont montré les bandes annonces avant, ils nous ont montré la direction artistique avant et ils nous ont fait voter. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y avait 5 réalisateurs, le showrunner qui était Jérôme Fritel, plus 2 producteurs et on a voté. Et le directeur artistique de la série et on a voté. Alors, je trouve qu'ils avaient très bien fait leur travail. Ils avaient fait appel à une bonne agence de communication en Californie pour travailler sur le marketing, mais c'est qu'on en fait une marque de World's Most Wanted. Et Justine a raison, c'est difficile, c'est plus rare, plus complexe avec les diffuseurs français. Pas tout le temps. Nous, on a réussi avec France 2, alors probablement grâce à la puissance d'Élise Lucet, mais vous le savez, on produit Cash Investigation et pour que ça devienne une marque, mais il a fallu, nous, producteurs, beaucoup travailler avec le service de presse de France Télévisions qui est sous l'eau parce qu'ils ont de très nombreuses productions chaque jour pour pouvoir essayer de sortir des communiqués de presse différents et de travailler sur une stratégie de mise en ligne différente. Le dernier documentaire que j'ai produit et co-réalisé sur Big Pharma, on a eu tout l'été pour travailler avec Arte, donc sur l'industrie pharmaceutique. Vous le savez, ils les mettent maintenant 15 jours en ligne avant sur arte.fr. On regarde le succès, là c'est une fiction, mais je vous invite à regarder la très belle série Nomadland produite par Haut et Court, qu'on a peut-être, enfin moi j'ai vu l'intégralité sur le site d'Arte bien avant la diffusion qui a démarré il y a 15 jours en linéaire sur Arte. Donc il y a aussi d'autres possibilités. Pour rassurer les autres producteurs qui nous écoutent, pour rassurer les étudiants, j'ai compris qu'il y avait des étudiants aussi, tu as raison Emmanuel, c'est un tout petit peu infantilisant par moment et moi ça m'a fait peur dès le début en disant oh là 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 là, tous les 15 jours. Et ce qui s'est passé, j'ai donc par exemple pris l'exemple que tu prenais tout à l'heure sur le problème de vent. J'ai dit voilà, on a une séquence à Mexico City prévue avec un drone demain matin. Bon, il y a un vent, si on reporte le tournage du drone du lendemain matin, bah, ça nous regarde. On n'informe pas France Télévisions qu'on a changé de jour de drone. Et il dit si, il faut vraiment nous informer. Et donc tout ça nous a un peu peur, mais au final, et j'en parle vraiment d'expérience, ils sont en tout cas chez Netflix, qui est notre seule expérience. On a un développement en cours pour Amazon, mais on n'a pas signé avec et avec les autres plateformes parlées. Donc, ils sont super pros et ils nous ont organisé des réunions. Alors, on a un peu peur des réunions. Il y avait beaucoup de monde sur l'écran comme aujourd'hui. Et comme on a été tourné notamment en Somalie dans des terrains en guerre extrêmement dangereux, au Rwanda, au Mexique dans des zones très dangereuses, ils nous ont mis en contact avec un ancien des services secrets américains avec un coup comme ça et qui nous pose plein de questions, mais super pertinents parce que le mec, il a vraiment été en Somalie. Il a été plusieurs fois à Mogadiscio. Il a été, et puis on regarde mon CV, tout ça c'est un peu secret, mais enfin on comprend que le type, il connaît très bien la région des Grands, il a travaillé en Nairobi, donc il connaît la région. Donc on lui parle des armes et de l'équipe de sécurité qu'on a mise en place, bah, il se fait notre fixeur aussi. Et ils ont été super pros. Je prends cet exemple de Somalie, je vais en prendre juste un second pour terminer. On a une équipe qui s'est fait arrêter alors du supermarché, enfin du centre commercial qui s'appelle Westgate. Donc, il y avait eu, vous en souvenez sûrement, une prise d'otage impressionnante et de très nombreux morts parce que l'armée kenyane a fini
par attaquer l'immeuble d'un Somalien qui avait de nombreuses personnes dans ce grand centre commercial du centre de Nairobi. Et donc, il a été reconstruit, le centre, et on faisait, enfin, notre équipe là-bas faisait quelques plans d'illustration sans vraiment d'autorisation, ce qui nous arrive tous. Et donc, ils se sont fait arrêter. Ils étaient une demi-journée au poste. On a informé Netflix. Eh bien, je vous promets, vous me croirez, ils ont réagi plus vite que certains diffuseurs français. Voilà, en moins de 15 minutes, on avait eu les bons interlocuteurs. C'est Jérôme Fritel qui s'en est occupé. J'étais au milieu de la boucle de mail. Ils ont répondu tout de suite. On a expliqué que l'équipe a récupéré passeport, caméra, carte de tournage et qu'ils étaient rentrés à leur hôtel sans souci. Fin de l'histoire. Et ils ont été super pro et super réactif. Et je termine par une dernière chose, on est effectivement en reporting un peu constant, ce qui nous faisait un peu peur au départ. Et ben, on en a fait un lundi, là. Donc là, on vient de signer, donc, qui est entré en production depuis maintenant un mois, un unitaire de 90 minutes, il s'appelle ta feature documentary. Donc, c'est un unitaire dans lequel il y a de fiction, aussi une grande partie fiction. Et donc, on a un point qui est prévu tous les 15 jours. Et ben, ce point de production, les patrons éditoriaux de Netflix Londres et aussi il y a aussi un interlocuteur qui est à Netflix chez Netflix en Asie. Il y avait la direction de la production et il y aurait pu y avoir aussi la direction juridique. Et ça a duré très, très peu de temps, 30 minutes. Tout le monde avait préparé un petit pitch à l'avance et même les gens de la finance aussi pour une histoire de trésorerie. Eh ben, il faut reconnaître on a souvent, en termes de trésorerie, juste pour conclure, plus de mal à avoir des interlocuteurs chez France Télévisions qu'on a eu là avec Netflix. Donc, c'est parfaitement, pour terminer, c'est fiable. Voilà. C'est assez surprenant d'être suivi aussi précisément, mais franchement, ils sont très pros. Ils sont vraiment très pros. Et pour finir sur l'éditorial, les interlocuteurs éditoriaux qu'on a eus, certains qui ont donc changé depuis le départ de Diego Buñuel, ce sont tous des gens qui, comme nous, ont fait beaucoup de productions, beaucoup de films, ils sont vraiment super bons. Élodie, sur tes expériences quotidiennes avec Netflix, sur la façon de travailler, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Moi, comme j'ai plusieurs productions en cours, j'ai plein de bi-weekly calls dont parle Luc. Et j'en ai fait presque un process que j'ai adapté à d'autres copros internationales parce que je trouve ça extrêmement efficace. Passer en effet la surprise qu'on a tous eu, que vous rencontrerez peut-être, de la quantité d'interlocuteurs, enfin, voilà, du séquençage en fait de tous les postes. En réalité, tous les gens qui viennent à ce rendez-vous sont extrêmement informés, ont lu, ont travaillé, ont préparé leur rendez-vous. Chaque question adressée est répondue avec précision. Enfin voilà, c'est assez... c'est d'une efficacité en termes de traitement des problématiques qu'on rencontre tous au cours d'une production, efficacité irrésistible. Ça, c'est pour l'expérience Netflix. Pour le coup, je n'ai pas eu la chance d'aller dans ces détails-là des tableurs avec Disney. L'autre chose, c'est que Netflix est très mature maintenant en termes de process. Donc, enfin voilà, on va un peu plus droit au but, à mon sens. Et puis, ils se sont étoffés en termes d'équipe et ils ont aussi l'avantage, enfin, l'exemple que tu citais, Luc, est hyper intéressant, de ce spécialiste des services secrets, c'est que ils ont une capacité à faire remonter des retours sur expérience d'autres productions qui est énorme, avec un système sans doute extrêmement bien rodé. Et de fait, on peut tous bénéficier des expériences passées. Nous aussi, on a rencontré au cours de la production de Grégory, c'était sorti dans la presse, un incident en toute fin de tournage avec une problématique de drone, encore une fois. Nous, on avait les autorisations. Et à la fois, ça n'a pas plu à un habitant du village de l'Épanche-sur-Bologne qui a tiré sur le drone. Donc, c'était quand même pas anodin comme événement au cours d'un tournage Netflix. Évidemment, immédiatement, ça se passe dans la nuit, immédiatement reporté dans la presse locale. Et en quelques heures, j'avais donc le matin même, en plein mois de juillet, tous les interlocuteurs de Netflix coordonnés, à la fois la direction de la communication, le legal, la production, pour prendre des décisions dans l'heure, s'agissant de comment on communique, comment on règle cette affaire, est-ce qu'on agit du point de vue légal ou pas, enfin voilà. Et du coup, c'est quand même très agréable d'avoir ce degré de réactivité et d'efficacité sur les sujets. Donc,
et une fois de plus, cette méthode des rendez-vous préparés, qui ne sont pas des rendez-vous juste pour se parler de 3 choses et qui durent pas plus qu'une demi-heure, enfin, on aime, on n'aime pas, mais c'est assez redoutable en matière d'efficacité de production. Je rebondis sur ce que tu dis. J'ai l'impression que ce qu'on est en train de décrire là, en réalité, c'est simplement la différence entre le cinéma hollywoodien et le cinéma français ou européen. C'est-à-dire que l'efficacité redoutable, exceptionnelle des Américains à tout niveau a des résultats formidables, mais je voudrais tempérer ça, l'efficacité ne peut pas être le critère de tout, notamment lorsqu'on parle de documentaire ou de création au sens plus large, et que donc on est, nous, Européens, nous, Français, dans cette espèce de dualité, c'est que oui, on est admiratif du cinéma hollywoodien et de leur méthode. Quand des Français s'essayent à faire du cinéma hollywoodien, je ne vise personne en disant ça, mais on a tous en tête des exemples récents, malgré les millions, malgré tout, ben ça ne marche pas. On n'a pas le même savoir-faire, et ce savoir-faire est tout à fait remarquable, il faut le saluer, mais l'efficacité ne peut pas être clairement le critère de tout, et que donc on doit rester vigilant sur à la fois cette fascination de cette efficacité qui est pour nous en tout cas très attrayante et intéressante, et puis ce que parfois, alors c'est pas l'inefficacité, le contraire, mais c'est peut-être parfois l'improvisation, parfois l'intuition, parfois la sensibilité qu'on est capable d'avoir, peuvent aussi donner de très belles choses qui ne relèvent pas du domaine de l'efficacité, mais qui vont relever aussi d'un domaine de création et de sensibilité différentes que eux ne savent pas faire. Parce que quand on a tout prévu, eh bien évidemment, on laisse moins de place à l'imprévu et à la liberté. S'agissant de documentaires en particulier, on sait tous qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues dans nos tournages qui surgissent et qui sont des pépites et parfois le cœur même de ces films. C'est peut-être moins vrai dans la fiction, parce que ça coûte tellement cher et que c'est beaucoup de moyens, des grosses équipes, et qu'on a intérêt à avoir bien préparé son travail. Mais c'est clairement vrai. D'ailleurs, dans certains cas, certains types de fiction, on connaît tous des réalisateurs qui sont, à partir d'une trame, qui laissent beaucoup de place à l'improvisation sur le tournage, à leurs comédiens, y compris à leur chef opérateur. Et ça donne les films, je pense au film de Stéphane Brisé, par exemple, ça donne des films remarquables, en tout cas, qui sont tous sauf américains. Mais je suis pas entièrement d'accord. On était tous d'accord là jusqu'à maintenant. Je partage pas complètement ta vision, parce que je n'ai pas l'impression que l'efficacité de la machine de production soit contradictoire avec ce que tu appelles la créativité, l'espace à l'imprévu et à l'imagination, voire même au contraire, juste ça s'organise et ça se réfléchit, et c'est moins l'improvisation peut rentrer dans un tableau. Enfin, pour le coup, j'ai discuté de sujets créatifs au cours de la production de Grégory, avec des choses auxquelles Gilles Marchand, qui n'est pas qui incarne, selon moi, quand même assez bien une dimension très française du cinéma, qui était donc le showrunner de Grégory. Gilles avait des tas d'idées liées à des effets spéciaux artisanaux faits sur le tournage, des choses qu'il voulait défendre très très fort, qu'il a eu en tête immédiatement dès les écritures du script. On en a parlé. C'était des choses qui dépassaient légèrement les enveloppes allouées dans le budget. On en a discuté avec nos interlocuteurs éditoriaux et créatifs de Netflix. On a trouvé les arguments pour le défendre, et ça a été entendu. Et donc on a fait enfin, pour moi, c'est pas deux choses contradictoires. Ça peut tout à fait et on gagne à être un tout petit peu plus parfois organisé en production. Toi qui fais beaucoup de coproduction internationale, c'est, je crois, la clé. Et ça ne veut pas dire que la création sera moins présente ou l'espace créatif réduit. Donc,
Après, encore une fois, les plateformes dont on parle, avec chacune leur ligne éditoriale, elles produisent beaucoup moins de documentaires que tous les autres diffuseurs qui sont nos linéaires, qui sont nos interlocuteurs quotidiens, à commencer par France Télévisions et Arte. Et donc, évidemment, quand on produit une dizaine de films et de séries par an, bah, on n'a pas la même façon de le faire, la même façon de le marketer, et c'est pas les mêmes sujets qui intéressent ces plateformes. Moi, j'ai vraiment l'impression, et là, pour le coup, je crois qu'on est tous d'accord, qu'il y a de la place pour toute la création et les créations, et que il y a des choses qu'on peut faire avec Arte qu'on pourra jamais faire avec une plateforme, des choses qu'on peut faire en copro international qu'on pourra pas faire avec une plateforme, et vice versa. Et je trouve que on vit un moment extraordinaire du documentaire qui est un genre qui fait la preuve à tout un tas, au public en premier lieu et à tout un tas de professionnels qui n'y croyaient pas, qu'on peut renverser la table et atteindre des publics aussi larges qu'en fiction. Et donc, ça, c'est la preuve qu'ont apporté les plateformes. Et c'est génial pour le doc, et tous les diffuseurs en bénéficient. On mène une réflexion sur le storytelling, sur la création, sur comment raconter les histoires, et je trouve ça passionnant. Donc voilà. Merci Elodie. Peut-être pour parler un peu marché, parce que ça va avoir un impact sur l'éditorial et peut-être aussi sur les budgets, il y a de plus en plus de plateformes. C'est-à-dire qu'il y a eu récemment Disney+ qui est arrivé, Apple TV, Salto. Bon. Donc d'une part, cette démultiplication en fait des plateformes crée un contexte concurrentiel qui n'existait pas avant. Et par ailleurs, à partir du 1er janvier, il va y avoir un afflux de financement et d'investissement dans la production audiovisuelle et cinéma en règle générale, dont une part va aller vers le documentaire. Est-ce que vous sentez déjà ce milieu concurrentiel changer dans vos relations avec les plateformes? Et est-ce que vous sentez que la perspective du 1er janvier et de leurs obligations d'investissement crée déjà un appel d'air, c'est-à-dire plus de demandes chez elles? Luc, est-ce que tu sens ça, par exemple? Non, pas à notre niveau. Peut-être, Justine, là, pour le coup, il y a plus de volume et plus de développement chez vous. Non, nous, on a mis, malgré le succès de World's Most Wanted, on a mis 8 mois à signer le feature documentary sur lequel on travaille là en ce moment. C'était des discussions purement éditoriales. C'est une histoire très complexe qui évolue beaucoup. Et donc, ils ont pris beaucoup de temps pour nous dire oui. Et maintenant qu'ils nous ont dit oui, c'est parti. Mais à aucun moment, j'ai senti que c'était lié aux négociations en hiver. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je sens un tout petit peu de compétition sur certaines histoires. Et toi, Justine, je pense que tu l'as rencontré avec des talents que tu avais signés. Après, sur la directive, enfin sur le changement de réglementation, c'est pas du tout encore un sujet qu'on aborde avec eux. Non, mais pour effectivement compléter ce que dit Elodie, il y a un problème auquel moi je suis confrontée de par effectivement la concurrence des nouveaux supports qui donc, sont Hulu, enfin voilà, toutes les plateformes qui arrivent. C'est qu'en fait, les documentaires que je propose sur les plateformes sont associés à des talents. Qu'en tant que productrice, j'ai décidé de ne pas rémunérer, étant donné que, à partir du moment où on rémunère, donc effectivement, le personnage principal que tu vas suivre pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, moi, ça me pose un problème éthique par rapport au genre documentaire, en tout cas tel que je le conçois. Et l'émergence des plateformes fait aujourd'hui effectivement que ces talents sont identifiés par beaucoup de producteurs, beaucoup de plateformes, et que les plateformes proposent directement un talent fee au personnage de ton documentaire, un talent fee qui est absolument monstrueux, qui va donner du coup une dimension à ton personnage, en tout cas celui qui se met dans sa tête, c'est sa dimension à lui, qui va être extrêmement
qui va extrêmement contraindre le champ éditorial que tu vas pouvoir explorer au travers de ton documentaire. Effectivement, quand Netflix pose 1 million en talent fee et que derrière Amazon dit bah non, moi je te propose 2 millions et que Apple arrive en disant bah non, moi je te propose 3 millions, bah, tu es là en tant que producteur et tu fais bah non les gars, en fait moi j'avais pas envie en fait de proposer un talent fee parce que c'est pas comme ça que j'imagine la production de documentaires. Et en fait bah là ils s'en foutent complètement, donc ils te prennent le talent, ils t'en font ce qu'ils veulent et puis surtout ils le font produire par des sociétés de production en Angleterre ou aux États-Unis qui ont l'habitude de procéder ainsi. Donc oui, l'émergence de toutes ces plateformes n'est pas forcément… Et là c'est clairement le choc de deux mondes et de deux cultures et de deux visions de la culture. On connaît ça par cœur, c'est-à-dire d'un côté c'est un produit commercial et donc on achète, on vend, etc. Et pour nous, on a encore la faiblesse de croire et de se battre pour dire que c'est un produit pas comme les autres, la culture, et que donc, je rejoins tout à fait Justine, de payer des talents ou de payer des personnages qu'on va interviewer ou rencontrer, c'est contraire même à ce que nous, on conçoit quand on fait du documentaire. On peut défrayer si évidemment ça leur coûte de l'argent, ça leur fait perdre du boulot, des choses comme ça, mais les payer simplement pour être dans le film, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans nos façons de procéder dans le documentaire en France. Et c'est clair que si la guerre, elle va se jouer à ce niveau-là, à coups de millions, alors je ne sais pas si les chiffres que tu donnais, ils étaient théoriques ou réels, mais c'est assez effrayant. Ils sont réels et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais ça, on le voit tous. Il suffit de regarder les génériques à la fin des documentaires et de voir qu'en fait, les talents, alors ça, on ne le voit pas, ils ont leur petit fee, mais ils sont aujourd'hui aussi associés à la production des documentaires. Et ce qui fait que les documentaires autour, effectivement, de narration, autour d'une carrière, d'une histoire, etc., deviennent peu à peu, alors ça c'est mon avis perso, mais ces documentaires de plateforme peuvent devenir peu à peu aussi des documentaires très institutionnels, avec en gros un talent qui va valider la production éditoriale et artistique du documentaire, et donc du coup aucune aspérité dans rien, puisque évidemment le talent n'a pas envie qu'on raconte les choses qui viennent un peu le chatouiller, le gratouiller, voire l'emmerder complètement. Donc ça c'est quand même un sujet. Très bien. Peut-être pour clarifier un peu cette directive SMA, Emmanuel, qui est président d'honneur du SPI et qui a dirigé le syndicat, présidé le syndicat pendant très longtemps, beaucoup de producteurs sont peut-être pas très très familiers de toutes les discussions qui ont eu lieu depuis 3 ans au niveau européen et au niveau français depuis quelques mois. Est-ce que tu peux nous faire une sorte de panorama de l'impact que cette directive SMA peut avoir sur l'économie documentaire avec les plateformes ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique des dernières discussions que Emmanuel Mauger et toi-même, je suis sûr, on voit mieux que moi, mais pour rappeler un peu les grandes lignes, c'est que jusqu'à maintenant, le système français fait que les diffuseurs français contribuent par une taxe sur leur chiffre d'affaires et ont des obligations en volume de production. Donc, c'est bien pour ça, au-delà de tous nos talents respectifs, c'est bien pour ça qu'il y a encore en France aujourd'hui autant de sociétés de production, autant de vie et de richesse, à la fois dans le cinéma et dans l'audiovisuel. C'est parce qu'on a su depuis longtemps maintenant protéger la fameuse exception culturelle française puis européenne, protéger notre système face à la déferlante américaine. Or, comme ces plateformes ont jusqu'à maintenant bénéficié d'une sorte de vide, puisqu'elles étaient basées à l'étranger, alors aux Pays-Bas notamment, ou en Irlande, et que donc leur chiffre d'affaires ne pouvait pas être taxé en France, puisqu'elles payaient leurs impôts là où leur siège était implanté, même si elles faisaient des millions de chiffres d'affaires dans d'autres pays. Donc ce qui va changer là, c'est que elles vont devoir déclarer, d'une part pour le fisc, leur chiffre d'affaires en France, et dans les autres pays européens et être taxées là-dessus, ça c'est pour le fisc. Et deuxièmement, elles vont avoir des obligations, comme les diffuseurs finalement linéaires classiques, des obligations de production sur le territoire national français. Donc je n'ai pas en tête les montants que ça représente, mais c'est des montants importants. Ça a des répercussions directes et indirectes, parce qu'évidemment, tout le jeu est de savoir, si on prend l'exemple de Amazon,
Pour ceux qui sont abonnés, vous êtes abonné à Amazon Prime, ça vous permet de recevoir vos colis avec des frais de livraison gratuits, moyennant un petit abonnement annuel, mais vous avez du même coup accès à Amazon Vidéo et donc la plateforme vidéo audiovisuelle d'Amazon. Comment faire le distinguo de leur chiffre d'affaires entre ce qui va sur le business commercial et ce qui va sur la vidéo? Moi, ça fait longtemps que j'étais un client d'Amazon pour les livraisons de colis. Ça fait pas longtemps du tout que je regarde des films sur Amazon. Comment distinguer ça? Et après, ça pose des tas de questions. Je pense qu'Emmanuel Mauger pourra peut-être donner plus de détails. Mais la bonne nouvelle, si on reste du côté, encore une fois, optimiste de tout ça, c'est que quel que soit le modèle final retenu et l'argent effectivement versé, ça va être à la fois beaucoup d'argent supplémentaire dans le secteur et donc c'est bien pour les œuvres et ceux qui les produisent et qui les réalisent et qui les imaginent. Et puis à la fois, ça rentre dans un cercle vertueux qui fait qu'une fois qu'on aura que ce sera réellement le cas, que ce sera réellement efficace, donc a priori à partir de début 2021, ça sera difficile de revenir en arrière. On ne va pas du jour au lendemain maintenant tout casser en disant bon, on arrête. Surtout que la France est leader dans ce combat-là et que ça a quand même montré jusqu'à maintenant des vertus indiscutables. À la fois dans le cinéma, j'insiste, dans la France, si on accepte l'Inde, la France est le deuxième plus grand pays du cinéma. Encore une fois, c'est pas dû forcément à son talent créatif ni au nombre de sa population. C'est parce que le système nous a permis de le faire ainsi et ça a permis d'émerger des talents, des producteurs, là où nos voisins européens ont été laminés après la guerre, où il y a quasiment plus de cinéma en Italie, plus de cinéma au Portugal, plus de cinéma en Espagne, etc., en dehors de quelques noms qui ont su résister. Donc, moi, je trouve ça, je l'ai toujours défendu, effectivement, au sein du SPI, je trouve ça formidable, toutes ces contraintes, à partir du moment où elles donnent la possibilité à de la culture et à des talents d'exister. Est-ce que ça répond à ta question, Olivier, ou pas suffisamment en détail? Non, c'est très bien. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu pourrais souligner aussi, c'est l'importance en termes de production déléguée, c'est-à-dire pour la survie de la production déléguée par rapport à la production exécutive, ce que porte aussi ce projet de loi. C'est très, très important. En gros, les plateformes vont avoir des obligations d'investissement dans la production déléguée. Oui, c'est bien de défendre le modèle justement français du producteur délégué qui est responsable, mais qui aussi détient des droits d'un catalogue. Enfin, vous savez tout ça par cœur, la garantie de bonne fin des films, la production déléguée, c'est pas le même métier que la production exécutive. Et donc ça, c'est vrai que le fait qu'ils vont être obligés de comprendre ça, et pour eux, je pense que c'est un effort important, culturel et peut-être difficile même pour eux, permet de préserver un modèle qui est le nôtre, qui est peut-être pas le plus formidable ou le plus vertueux, mais qui en tout cas existe et a envie de continuer comme ça. Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Je peux rajouter, si vous voulez, oui, quelque chose. Alors, donc normalement, on a une ordonnance, donc une nouvelle loi qui devrait être prise d'ici la fin de l'année, qui va permettre effectivement de transposer la directive qui a été adoptée de haute lutte en 2018, et donc on va pouvoir la transposer pour qu'elle soit applicable en France là dès 2021. Et on a en ce moment des discussions avec les pouvoirs publics, avec le ministère de la Culture, le CNC, autour d'un décret sur la production qui va contraindre effectivement ces plateformes extra-communautaires et qui ne sont pas établies en France et qui donc diffusent depuis d'autres territoires en Europe, pas, mais qui visent le territoire français et qui ciblent le territoire français, à contribuer au financement de la production en France sur la base de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Et effectivement, ça va représenter quand même une manne supplémentaire relativement importante. Dans un premier temps, on l'évalue au moins au niveau d'investissement de TF1, donc un niveau qui est autour de 200 millions d'euros. En revanche, là, bon, les discussions prennent un peu de temps. On a pris un peu plus de temps que ce qu'on imaginait
depuis ces derniers mois. Donc, probablement que le projet de décret ne sera pas applicable avant le premier trimestre, voire le premier semestre 2021, puisque alors là, c'est des considérations un peu techniques, mais il faudra le notifier à Bruxelles pour qu'il soit validé par la Commission européenne. Donc, on aura un petit délai de 4 mois au terme duquel tout le dispositif pourra vraiment rentrer en vigueur. Et puis, en même temps, il faudra que les plateformes, chacune, discutent avec le CSA pour se conventionner avec le CSA pour voir très précisément l'équilibre de leurs obligations, c'est-à-dire la part consacrée au cinéma, la part consacrée à l'audiovisuel. Et des discussions interprofessionnelles pourront intervenir, notamment avec les organisations du cinéma, pour fixer aussi des délais de chronologie des médias pour les œuvres cinématographiques. Et de tout ça, de toutes ces discussions, dépendra le modèle final d'obligation en fait, qui sera signé par chacune des plateformes avec le CSA. Et donc, voilà, on verra au final l'équilibre, mais aujourd'hui, donc, il y a déjà des lignes qui sont tracées avec un taux d'obligation qui est de 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans la production et une répartition autour de 80% pour l'audiovisuel et 20% pour le cinéma. Voilà, donc il y a des discussions encore intenses qui sont en train de se mener tous les jours en ce moment et les syndicats de producteurs seront auditionnés tout prochainement aussi par le CSA qui va rendre un avis sur tous ces textes. Mais voilà, on aura donc ces interlocuteurs américains qui, à partir de l'année prochaine, devront eux aussi faire l'effort de rentrer dans nos cultures et dans nos méthodes et dans nos process de production. Voilà, donc ça va être une discussion intéressante puisque vous nous avez expliqué que vous avez dû vous adapter aussi à leur logique et à toute leur méthodologie. Et il va y avoir à partir de l'année prochaine une obligation pour elles aussi de rentrer dans nos méthodes. Donc, ça va être encore une nouvelle aventure. Voilà. Alors, il y a quelques questions des... Ouais, je vais peut-être essayer de résumer 2 questions en une, et en s'adressant peut-être à ceux qui sont un peu, soit plus sur Netflix, plus sur Amazon, plus sur Disney. En fait, les producteurs qui nous écoutent ont 2 questions essentiellement. C'est 1, est-ce qu'il y a vraiment des différences éditoriales et quelles sont-elles entre les plateformes en documentaire, telles qu'elles se dessinent? Et deuxièmement, quand vous allez nous raconter un petit peu, par exemple, la spécificité des demandes d'Amazon, quels sont vos interlocuteurs pour les documentaires au sein de ces plateformes? Peut-être que tu veux commencer sur Amazon, Justine? Oui, alors, en fait, je vais dire un truc, peut-être que je me trompe, mais je l'ai comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, il y a des opportunités éditoriales. Et là, d'après moi, sur toutes les plateformes, alors je travaille avec Amazon et avec Netflix, j'ai vu Disney, je les ai toutes vues, et donc voilà, il y a des opportunités éditoriales, et je pense qu'il faut travailler en se disant que c'est vraiment la ligne, en tout cas la guideline qui, nous, en tant que producteurs, doit nous faire avancer, doit être le moteur, en fait, pour l'écriture d'un dossier, pour la présentation d'un projet. Voilà. Concernant la ligne éditoriale d'Amazon, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut aller leur demander. Moi, j'ai travaillé avec Amazon en ce moment, donc voilà, en coproduction sur une série documentaire autour d'Orelsan. On a pu voir qu'ils avaient mis en ligne une télé-réalité avec Nabila. Ils ont des fictions type The Boys, etc. Bon, je serais bien en mal de vous définir la ligne éditoriale d'Amazon. Donc c'est pour ça peut-être que je parle d'opportunités. Néanmoins, je pense que voilà, tous les producteurs qui sont ici ou tous les étudiants, encore une fois, le terme d'opportunité est important. Et je voyais dans les questions comment on fait un dossier, etc. En fait, c'est pas comment on fait un dossier, parce qu'à partir du moment où on se pose la question de comment on fait un dossier, on formate quelque chose. Enfin, il y a un esprit ultra formaté et on revient à moi, ce contre quoi j'essaye de lutter, c'est-à-dire le format de case. Là, on a la chance de ne pas avoir de case. Donc, soyons un peu fous dans les mises en écriture, soyons un peu fous dans les propositions de réalisateurs qu'on fait, dans les propositions d'auteurs.
soyons un peu dingues aussi concernant le croisement entre la fiction, le documentaire, mais même la télé-réalité, parce qu'il y a des codes, enfin, dans le documentaire sur Emmanuel Macron, il y a des codes emprunts à la télé-réalité, hein, très clairement. Donc, en fait, j'ai envie de dire, enfin, parlons d'opportunités, de liberté, essayons de casser un peu les formats de cases et vraiment de faire du R&D autour de tout ce dont on rêve, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on projette et qui nous semblait encore impossible il y a 4 ans. Ça paraît un peu naïf comme discours, mais j'aime à croire qu'il y a un champ de possibles infini et que, voilà, et que c'est à nous vraiment d'aller l'explorer. C'est ça qui me fait marrer. Donc la ligne éditoriale, en fait, moi, je m'en fous un peu. Pardon. Juste avant de passer peut-être la parole à Élodie qui pourra nous parler, répondre à cette question éditoriale, qui est ton interlocuteur en France, on va dire, chez Amazon? Il va être content si je le cite, mais c'est Thomas Dubois. Je vais tout de suite vous donner son numéro de téléphone. Non, mais c'est Thomas Dubois, qui est un ancien de chez TF1. C'est intéressant aussi de s'interroger sur les parcours des gens qui incarnent en fait les plateformes. Donc lui, il a été nommé chez Amazon France il y a 2 ans. Il était chez TF1, il était au service de création et développement. Il a mis à l'antenne tout sauf du documentaire, je pense. D'interagir avec lui aujourd'hui sur de la série doc, je trouve ça assez passionnant parce qu'il a des réflexes qui ne sont clairement pas les miens, parce qu'il a fait du flux pour TF1, pas moi, où il y a très très longtemps. Et du coup, d'interagir avec lui, voilà, sur des questions d'écriture, sur mais des réflexes qu'on peut avoir en tant que producteur de documentaires et tout d'un coup qui vient casser au travers d'une réflexion et d'une discussion, moi ça m'interroge, ça me fait réagir, je sais pas, ça me rend curieuse et donc je trouve ça assez chouette. Voilà. Élodie, sur ces aspects éditoriaux, est-ce que tu partages le point de vue de Justine, à savoir qu'il n'y a pas véritablement de ligne éditoriale qui différencierait les plateformes? Je partage la vision de Justine sur la question des opportunités. Et puis ensuite sur le fait que c'est des laboratoires, mais qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup de choses déjà visibles et que souvent, nous tous producteurs, la réunis ou jeunes étudiants producteurs, on sent que tel film va plutôt être intéressant dans tel écosystème. De manière assez intuitive, quand on connaît bien nos diffuseurs. Donc la clé, c'est quand même de regarder beaucoup. Et donc la variété sur Amazon, qui décrit finalement en creux ce que tu dis, Justine, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement de ligne éditoriale sur Amazon, mais il y a une ligne de force autour du sport quand même, autour du foot, autour des immersions, sur les talents, certains artistes très populaires, et puis une dimension avec des téléréalités assumées, Nabila, très très populaires. Donc ça, c'est plutôt Amazon. On sent, quand on regarde bien et quand on étudie ce qui est déjà présent sur Amazon Prime, j'ai l'impression que se dessinent des choses. Parce que c'est vrai que dans le discours, c'est pas hyper clair et c'est très très vaste. Ensuite, pour parler de Netflix que je connais mieux, eux, ils sont très. En fait, la seule vraie distinction par rapport à des lignes éditoriales de chaînes ou de cases documentaires linéaires, c'est qu'ils ne recherchent que des histoires. Ils ne vont pas s'intéresser à des sujets ou à des dossiers. Donc déjà, ça élimine une grande partie des films possibles et des docs qu'on aime produire. Donc, histoire, histoire, histoire. Ça dit aussi la façon dont on écrit un dossier. On raconte une histoire, on essaye de la mettre en image, de faire ressentir la direction artistique, le package général. Enfin, je me sens très proche de Justine quand elle en parle. Innover, être singulier, mais ce que tous les diffuseurs nous demandent en général pour faire la différence. Donc, c'est pas non plus un scoop. S'agissant
des thèmes, enfin des types d'histoires qui les intéressent, notamment sur Netflix. Il y a un vrai goût pour le true crime et du true crime un peu plus, un peu qualitatif, avec une réflexion de tous les niveaux de lecture qu'on peut apporter en traversant une histoire de grands faits de société ou de faits divers. Il y a cette dimension d'exclusivité de quelque chose, que ce soit une archive, une image, un talent, enfin voilà. Les autres sujets qu'ils aiment bien traiter sont très très vastes, vont de l'histoire naturelle à des portraits en mouvement avec une histoire d'artistes, chanteurs, cinéastes, enfin. Donc c'est quand même assez large sur Netflix et on voit qu'il y a quantité de productions, documentaires, sans distinction affichée entre documentaire et fiction, d'où cette notion d'histoire en fait. Ça c'est très intéressant et important de comprendre ça. Quand on regarde bien les génériques, on sait aussi faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la production originale et ce qui est de l'ordre des acquisitions. Les gens qui travaillent chez Netflix, c'est une directrice donc de l'ensemble des documentaires, séries et features dont parlait Luc, qui travaille à Londres et qui a longtemps travaillé pour la BBC, qui s'appelle Kate Townsend. Et ensuite sur la France, pour les séries françaises, une jeune femme qui s'appelle Lucie Leveugle. Voilà, pour les interlocuteurs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Netflix ? C'est assez... Mais globalement, c'est des gens qui sont très ouverts, très axés contenu. Donc, histoire, pas dossier, pas sujet. Attentif à la création, attentif à l'originalité d'un sujet, d'une équipe, d'une façon de le traiter, d'un angle, d'un regard. Très, très curieux. Et répondent extrêmement vite s'agissant de l'analyse des dossiers. Donc, ça, c'est aussi un autre atout. Après, ils produisent très peu en quantité par rapport à France Télévisions, aux opportunités de projets et de production avec Arte, enfin j'en passe, et d'autres, RMC Découverte, enfin voilà. Moi, je peux compléter avec quelques infos sur Disney. La ligne éditoriale de Disney, vous la connaissez plus ou moins, mais elle n'est pas tout à fait forcément celle qu'on imagine, c'est-à-dire c'est pas les enfants. C'est la famille et c'est le regard des parents sur des films que les enfants peuvent regarder avec les parents et non pas l'inverse. C'est-à-dire c'est pas des films pour les enfants que les parents prennent plaisir à regarder avec eux. Ce sont des films familiaux, plutôt du point de vue des adultes, mais qui sont visibles, regardables en famille et par des enfants. Voilà. Après, je vous ai dit tout à l'heure sous un peu manière humoristique, mais ça reste très vrai. La ligne éditoriale de Disney, il y a pas de violence, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de sexe. Donc c'est très loin de Netflix pour le coup sur ce genre de sujet. Et la personne pour Disney Plus en France, c'est Pauline Dauvin, que vous connaissez peut-être, qui a été longtemps à 13e rue avant, qui a été chez Fox, etc. Donc Pauline Dauvin, qui est l'interlocutrice pour la France, mais qui est, me semble-t-il, extrêmement dépendante des décisions qui sont prises à Burbank, au siège de Disney aux États-Unis. Donc c'est plus un relais, je pense, en France que vraiment une capacité à décider seule s'agissant de films pour la plateforme internationale. Est-ce que... Tu voulais, pardon, Emmanuel, je t'ai coupé. Non, vas-y, Luc. En complément, donc sur Netflix, en complément de Justine, c'est vrai que c'est l'opportunité de vraiment proposer des histoires qui ne se passaient pas du tout en France. Monter un bon trailer, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien avoir une idée Alors, nous, producteurs, on monte souvent des trailers pour aller chercher de l'argent à l'étranger, on monte pas trop des trailers aux Français, aux diffuseurs français. C'est vrai qu'ils aiment bien un peu se projeter. Et donc voilà, il y a plein de très bons monteurs, monteuses, réalisateurs à Paris qui ont un petit peu les codes des bandes annonces, des trailers. C'est vrai qu'ils aiment se projeter, faites moins de 3 minutes. Vous
le faites sûrement vous pour aller des sous à l'étranger, on le fait donc assez rarement, mais là, de l'énergie, gauler tout ce que vous voulez, parce que sur un trailer, vous pouvez évidemment utiliser toutes les images du marché, les musiques que vous souhaitez, pour donner une couleur, parce que c'est ce qu'ils recherchent aussi, c'est un mode de traitement un peu différent, et justification, en fait, voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de code, il y a de formatage. Nous, par exemple, là, l'unitaire sur lequel on travaille, la réalisatrice, la réalisateur, elle a aussi réalisé de la publicité, elle a aussi un pied également dans la fiction, sur des fictions courtes de publicité. Et on a fait un mood board. Alors, comment ils appellent ça chez Netflix? Ils appellent ça un deck. Voilà, je ne connaissais pas le terme. On a appris ça il y a 2 ans, un deck. Donc, on a aussi montré un univers de direction artistique. Donc, réfléchissez aussi à l'histoire, l'accès, un accès peut-être exclusif sur une histoire. Et donc, même si c'est un cold case en France, il peut intéresser le monde entier. Mais réfléchissez bien aussi à votre proposition de mise en image. La seule chose que nous avons vraiment beaucoup dit Netflix sur plusieurs propositions qu'ils ont refusées très vite, Elodie a raison, ils répondent vraiment très vite, c'est on ne fait pas de current affairs. Donc voilà, ils ne cherchent pas de documentaire de société ou documentaire de reportage. Et puis voilà, vous connaissez bien leur ligne éditoriale, elle est en ligne tous les jours. J'ajoute un nom, donc nous, notre interlocutrice, c'est effectivement Kate Townsend, qui, comme le disait Elodie, a une très grosse expérience mais notamment une très belle expérience de très beaux documentaires de création. Storyville, la très belle case de BBC 3 à Londres. Notre interlocuteur, donc Kate Townsend avait le même job que Diego Buñuel. Lorsque Diego Buñuel est parti, il n'a pas été remplacé à Londres. C'est Kate Townsend qui dirige cette unité à Londres. Et elle a quelqu'un dans son équipe qui est notre interlocuteur, un monsieur qui s'appelle Johnny Taylor, Johnny sans H, Johnny Taylor, qui est aussi ancien journaliste, ancien réalisateur, a énormément d'expérience. Et je crois que Lucie Leveugle est basée, mais moi je n'ai pas été en contact avec elle, je crois qu'elle est basée à Amsterdam. Elodie, tu confirmes? Non, elle est à Londres. Toute l'équipe doc est à Londres. En fait, c'est l'équipe de production, donc le suivi de la direction de production, etc., qui est en partie à Amsterdam. Question complémentaire, Appel TV+, est-ce que vous avez été en contact avec eux et est-ce que vous savez s'ils ont l'intention de produire du documentaire français? Moi, je ne suis pas en contact avec eux. Alors, je vais inventer une toute petite réponse. Oui. Pour le moment, encore une fois, il n'y a pas... Enfin, en tout cas, ils n'ont pas émis de besoin concernant les documentaires français, en tout cas la production française de documentaires. Néanmoins, je reste sur mon idée d'opportunité éditoriale et artistique. Si parmi tous les gens qui sont ici, voilà, il y a un des producteurs ou un réalisateur, voilà, qui a une idée absolument extraordinaire et qui paraît correspondre à la ligne, en tout cas à ce qui se dégage en termes de perception sur la plateforme Apple, bah, faut y aller. Il ne faut pas attendre, en fait. Faut vraiment, en fait, je pense que il faut vraiment réfléchir à l'inverse de, on va dire, ces 15 ans qu'on a menés dans la production et arrêter de répondre à un besoin et véritablement se positionner en tant que créateur de besoins. Ça, c'est un truc, je pense que c'est vraiment c'est ce qui va être le moteur dans toute notre réflexion de producteur qu'on est, c'est créer le besoin. Et puis c'est ça qui est fun, c'est ça qui est cool dans nos métiers. Voilà. Alors bien sûr, parfois il faut répondre à des besoins, oui, mais si on peut faire 1/3 de réponse aux besoins et 2/3 de création de besoins, je pense que là on est totalement heureux. Et pour réagir dans ce que tu dis. Vas-y Emmanuel, vas-y. Oui, juste, ce qui me fait réagir dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression d'un brutal retour vers le futur, c'est-à-dire qu'il y a, alors ça c'est l'apanage d'avoir une boîte assez ancienne, mais il y a pas mal d'années de ça, le documentaire en tout cas était clairement dans un modèle d'offre, c'est-à-dire que c'était les auteurs, les réalisateurs, les producteurs qui offraient des idées, qui proposaient des idées, et qu'on est passé assez rapidement et de manière un petit peu comment dire, douloureuse, je pense, à un système clairement de demande où on est de plus en plus à répondre à des demandes des chaînes et à nous-mêmes nous mettre dans cette posture en demandant à nos interlocuteurs, alors tu cherches quoi en ce moment, quels sont vos besoins, quels sont vos trucs, et que si
et que le dieu des plateformes t'entende, justice, et que si on peut, avec les plateformes, repasser dans un modèle d'offre et non plus de demande, c'est une vraie bonne nouvelle. J'espère que tu as raison. Je dis pas que j'ai raison. J'ai commencé par dire que j'ai sans doute la naïveté de croire. Mais en tout cas, c'est ce que je défends. Je ne sais pas si j'ai raison. Eh ben, défendons-le, tu as raison, et je voulais faire une petite vanne à la con et remercier Emmanuel Mauger de nous avoir donné le chiffre de 200 millions d'euros tout à l'heure. Je l'ai bien noté, il est très gros sur mon cahier, 200 millions d'euros, uniquement pour les 96 participants à cette table ronde. D'accord, ce sont les producteurs, les réalisateurs présents ce matin qui bénéficieront de 200 millions d'euros chaque année à partir du 1er janvier 2021. Tout cela est contractuel. Emmanuel, tu nous envoies le décret avant d'y C'est ça. Malheureusement, je ne suis pas certaine que ce soit pour le documentaire exclusivement. Mais bon. J'ai pourcentage. Allez, on enlève combien ils veulent le cinéma? On enlève 20%. 42 millions, on peut travailler. T'enlèves 4%. Sachant qu'il y a quand même, je le dis parce que il y a la fiction, et je pense que la fiction va largement aller pomper sur le pourcentage qui va être attribué au documentaire. C'est comme ça que ça va se passer. Tout l'enjeu pour nous est d'essayer de négocier une clause de diversité pour qu'il y ait quand même une enveloppe réservée pour le documentaire. Il n'est pas dû. Pardon, j'ai été un peu vite, Emmanuel. Emmanuel Mauger, pardon. J'ai peut-être noté trop vite ce chiffre-là. Dans les négociations en ce moment, ce serait 80% pour l'audiovisuel, peut-être avec du flux dedans, je n'en sais rien. Et 20% pour le cinéma, c'est bien ce que tu as annoncé? Oui, 80% pour l'audiovisuel sans flux. Donc ça veut dire 80% pour le documentaire. Non, il y a la fiction dedans. Il y a la fiction. Ah, pardon, et fiction TV, pardon, autant pour moi. Il y en aura plus pour la fiction que le documentaire, très clairement. Pardonnez-moi, c'est ce que je n'avais pas compris. Je comprends pourquoi tu disais ça, Justine, tout à l'heure. Allez, moi, je me réveille. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de clause. Enfin, il y a un principe de diversité des genres qui est en train d'être écrit dans la loi. En revanche, il n'est pas chiffré. C'est-à-dire que pour l'instant, et ce sera probablement l'objet de négociations interprofessionnelles à partir de janvier, on n'a pas pu fixer un minimum d'investissement de cette enveloppe audiovisuelle pour le documentaire. Mais on souhaite le faire, bien entendu. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour justement faire en sorte que le documentaire soit mieux financé à tous les endroits. Et le signal qu'envoient les plateformes et des plateformes comme Netflix à ne pas faire la distinction dans l'affichage du player entre le documentaire et la fiction, et montrer et parler des succès d'audience dans les charts qui communiquent des documentaires au même niveau que ceux de la fiction. Je trouve que c'est un signal super fort pour notre métier et pour tous ceux qui croient dans le doc. Et moi, je suis comme tout le monde autour de la table, hyper optimiste. J'ai l'impression que le retour vers le futur est arrivé et que c'est maintenant et qu'il faut qu'on joue tous cette carte-là et à être audacieux. Il y a une base sur Salto. Nous, on les a rencontrés au mois de juin, mais on n'a rien signé avec eux. Est-ce que l'un de vous a signé un documentaire ou une série doc avec Salto? Rencontrer uniquement. Tu as qui comme interlocuteur chez Salto pour poursuivre les questions Mais parti à la direction des programmes de France Télé, je vais retrouver tout de suite son nom. Voilà, c'était Stéphanie Brémond, remarquable. Et je suis en train de chercher les autres noms, je vais vous les trouver tout de suite. Il y avait dans le call qu'on a fait, donc Stéphanie Brémond qui était responsable artistique France, mais dans ce que j'ai compris, elle est à présent, elle travaille à présent France Télé auprès de Stéphane Sidbon-Gomez. J'avais Martin Deca, DECAS, et Sidney Poggi, PO2GI. Emmanuel, chez Bonne Pioche, pas de Salto non plus? Je crois que de toute façon, Emmanuel de nous quitter. Je crois qu'il m'avait dit qu'à midi pile. Donc, écoutez, merci infiniment à tous d'avoir assisté. D'une part, on est très nombreux. On a été toujours autour de 100, qui était la jauge maximale. Merci à Corinne et aux équipes de Périphérie de nous avoir hébergés. Merci à Emmanuel Mauger et à Laurie Kimbel du SPI d'avoir tout organisé avec nous. Puis merci à vous quatre
Donc Élodie, Justine, Emmanuel et Luc, d'avoir pris sur votre temps pour nous éclairer un petit peu et nous montrer un petit peu ce qui a été votre chemin d'explorateur sur ces nouvelles terres. Merci vraiment à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Lise, à bientôt. À bientôt, merci. Salut Luc. Merci le SPI. Merci à vous, au revoir. Au revoir. À bientôt à tous, merci. Merci beaucoup.